L'heure est grave, les amis. L'heure est grave. C'est la 13e journée de Ligue 1 et on va débriefer cette 13e journée ensemble. Une 13e journée sur laquelle il y a eu 1-0-0. C'est le match entre Auxerre et Lyon. Donc bon courage, on va essayer de débriefer ça correctement. Mais fort heureusement, il y en a 8 autres. Bienvenue à vous. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu parce que c'était la trêve internationale. Trêve internationale dont je n'ai vu absolument aucune minute, comme tout bon suiveur de foot devrait le faire. Merci à vous d'être fidèles, hein, toujours là, toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, hein, on est encore ensemble pendant une bonne partie de la saison. 13e journée donc, on est officiellement après le premier tiers du championnat et on a eu pas mal de surprises sur cette journée de Ligue 1. Il y en a, toutes les semaines des surprises. Alors cette fois, pas de surprise, le FC Metz n'a enfin pas gagné, mais on a eu quelques petites déconvenues, à commencer par une grosse pétée prise par le GC Nice à domicile contre l'OM. On a aussi eu Monaco qui a fait n'importe quoi. On a l'OL qui n'en finit plus d'être vraiment très 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 moyen. Mais voilà, on a une journée assez sympa, on va pas se mentir. Je vais vous montrer dès maintenant les résultats que j'ai préparés à la ZUM, évidemment. Les résultats donc de cette 13e journée. On dit bonjour à YouTube dans le chat, voilà, ils vous disent bonjour sur Twitch. N'oubliez pas de leur dire bonjour également en commentaire YouTube, c'est bon pour le référencement. Mettez n'importe quoi comme d'habitude, hein, ça référence la chaîne. Vous pouvez aussi booster la vidéo, je sais pas si c'est toujours un truc, je crois que c'est toujours un truc. Mec très au fait quand même de sa plateforme. On le disait donc, défaite de Nice 5-1 contre l'OM. Une bien belle pétée, hein, une très très belle performance défensive de l'OGC Nice. Lens Strasbourg, un match un petit peu haché. Dans lequel Strasbourg a encore perdu contre une équipe du haut de tableau. Ils avaient réussi à battre Lille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas contre Lens, qui a fait un match très 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 sérieux, avec un nouveau but sur coup de pied arrêté. Ils adorent ça, les Lensois, ils sont encore meilleurs qu'Arsenal dans l'exercice. Rennes-Monaco, c'est probablement la grosse surprise, même si en fait, est-ce que c'est vraiment une surprise? Monaco qui est 8e quand même au moment où je vous parle. 4-1 pour Rennes, et ça aurait pu être 4-0 puisque Monaco a mis un but à la 95e minute par l'intermédiaire de Mika Biret. Une grosse pétée encaissée par Monaco. Ça se passe pas bien, hein, les débuts de Pocognoli du côté de l'AS Monaco. Pas du tout la solution, avec un carton rouge. En plus, je pense que Zakaria, qui revient tout juste de blessure, va reprendre quelques petits matchs de suspension. Monaco, ça va pas du tout. PSG Le Havre, un match du PSG. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été foufou, mais ils ont été supérieurs. Le Havre s'est bien battu. 3-0 bien tassé. Bon, le PSG, quoi. Auxerre Lyon. Au secours, à l'aide. Mon pur géomètre s'affole, mon bidomètre aussi. L'OL qui concède donc le match nul contre la lanterne rouge du championnat. Et le pire, c'est qu'ils ont été moins bons qu'Auxerre. Au secours, Brest-Metz, un match rocambolesque avec 5 buts et une prise de pouvoir de Brest à la 90 plus 10, après avoir raté un penalty à la 95e, le tout dans un match qu'ils ont surdominé. On a eu vraiment, c'était le match divertissant du week-end, hein. On a eu des gros scores du côté de Marseille et de Rennes, mais le match divertissant, c'était Brest-Metz, parce qu'on a eu, je pense, le penalty le plus débile depuis le début de la saison. On va en parler un petit peu plus tard. Nantes-Lorient, c'était l'autre purge du week-end. Égalisation très tardive des Nantais, avec une décision arbitrale, à mon sens, un petit peu absurde sur le but de Lorient. On va en parler également. Toulouse-Angers, ça avait l'air d'être un match de merde, mais ça n'a pas été un match si horrible que ça. Toulouse qui a beaucoup raté. Alors raté des trucs, notamment Emerson qui a raté des trucs à bout portant. Ils ont tapé 3 fois les poteaux. Toulouse sur ce match-là. Angers qui s'en sort, comme souvent, grâce à un Hervé Kofi de zinzin. Et enfin, Lille-Paris FC, un match franchement à sens unique, même si c'est le Paris FC qui a ouvert le score, mais Lille était bien supérieur dans cette rencontre. Et c'est somme toute logique que Lille s'impose, même s'ils se sont fait peur, hein. Le Paris FC est revenu à 3-2 avant que Lille conclue la marque très tard dans le match. Le PFC toujours sans défense, c'est ce qui les empêche, hein, de toute façon de monter un peu plus haut, c'est l'aspect défensif, parce que pour le reste c'est pas si dégueulasse, hein. Emerson il ratait pas ça contre Lyon. Après vous avez plein d'exemples de joueurs complètement nuls qui sont bons contre l'OL, hein. Ça, c'est historique, hein. Rappelez-vous, le but de Salim Arash, il a pu remarquer de toute sa carrière derrière, hein. Alors, je vous ai déterré un truc de zinzin, hein. Voilà, pour cette 13e journée, on regardera le classement après. Plusieurs choses à dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Parmi les événements de cette 13e journée, nous avions le retour sur les terrains de Ligue 1 de Paul Pogba, qui est entré en jeu à 4-0 pour Rennes, hein. Très bon retour pour lui, qui a été applaudi par tout le stade et qui a été encensé médiatiquement de part et d'autre. On en parlait un petit peu en avant live. Moi, je suis quand même un petit peu gêné
par cet enthousiasme généralisé autour du retour de Paul Pogba. Est-ce que Paul Pogba est un très grand joueur? Oui. Est-ce que ça fait plaisir de le revoir jouer au foot parce que c'est un artiste? D'ailleurs, il est décisif sur le but de Monaco. Oui. Je trouve ça quand même un petit peu gênant que nulle part n'ait été mentionné à aucun moment sur toutes les antennes, que ce soit en France, que Paul Pogba était absent, pas par blessure. Paul Pogba était absent des terrains de foot parce qu'il était suspendu pour dopage. Donc ce serait quand même bien de rappeler un petit peu le contexte. Ça ne nous empêche pas d'être content qu'il rejoue au foot ou pas, c'est votre problème. Mais il y a des gens qui ne savent pas aujourd'hui que Paul Pogba a pris une suspension pour dopage. Paul Pogba a été suspendu 18 mois parce qu'il a pris de la testostérone et qu'il a été contrôlé positif. Et c'est pour ça qu'il joue à l'AS Monaco et c'est pour ça qu'il a disparu des terrains. Donc il a le droit à une seconde chance, il a purgé sa peine, c'est normal. Mais c'est quand même un petit peu gênant que cet aspect de contexte qui est quand même important ne soit jamais rappelé dans un sport où le dopage visiblement n'existe pas, alors qu'il y a des sports où il y a du dopage, mais les dopés qui reviennent sont quand même frappés du sceau de l'infamie comme étant des tricheurs, comme le vélo, ou un Alejandro Valverde qui a été suspendu pendant 2 ans et qui est revenu parmi les meilleurs coureurs du monde. On ne manquait pas de rappeler quand même qu'il avait été suspendu pour dopage. Voilà, donc je voulais quand même parler de ça, et je voulais également parler du traitement médiatique de Mason Greenwood, qui a été absolument encensé par le compte Ligue 1+, notamment dans une interview, avec des mots un petit peu bizarres, de type une interview à ne manquer sous aucun prétexte. Qui peut arrêter Greenwood? Bon, on rappelle que quand même Greenwood trempe dans des affaires pas ouf, et que ce sont ces affaires-là qui lui permettent également de jouer à l'OM puisqu'il a été blacklisté en Angleterre. Donc je pense qu'on peut parfaitement parler du footballeur, dire qu'il est très fort au foot et qu'il est notamment l'un des grands artisans de la place actuelle du championnat de l'OM, sans pour autant s'enthousiasmer sur l'être humain qui n'a pas l'air d'être de folle qualité. Voilà, donc je préférais quand même commencer ce débrief-là par ces 2 trucs-là qui me gênent un petit peu dans le traitement médiatique. Tout n'est pas beau et merveilleux dans cette Ligue 1, et il serait bien parfois un petit peu de rappeler des éléments de contexte importants à la compréhension de certaines choses. Voilà. C'était mon petit coup de gueule de début de live, et on va commencer directement par reparler de Mason Greenwood, puisque l'OM est allé tarter la tronche de l'OGC Nice 5-1. Donc autant vous dire que c'est une énorme déconvenue pour l'OGC Nice. Nice qui restait sur 3 défaites de suite contre le PSG, Metz et Fribourg, contre un OM qui lui restait sur 3 victoires d'affilée en Ligue 1, donc des dynamiques qui étaient complètement opposées, et l'OM était bien évidemment archi favori, et ça me gratte le nez comme d'habitude. Un OM qui est toujours marqué de beaucoup d'absents. On n'a toujours pas de Medina, toujours pas de Aguerd, Murillo qui est blessé, Traoré qui est toujours pas de retour, Gouiri qui est absent pendant une longue période, mais ça les empêche pas de jouer au football correctement. On a une ouverture du score sur un corner qui est dévié par Pavard pour Aubameyang juste devant le but qui met le premier but. Le deuxième but, c'est un centre de Weah qui tombe sur Greenwood, qui crochette et qui frappe. Bien aidé par une déviation quand même. 3-0, la spéciale Greenwood, dribble opposé, frappe croisée. 4-0, Weah qui fusille Diouf. Alors j'ai pas compris pourquoi Weah a fait chute. Si vous êtes capable de me dire pourquoi Weah a fait chute, pas trop compris. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui en veuillent spécialement à Timothy Weah. Mais bon, réduction du score de Nice par Mohamed Ali Chaud, on s'en fout un petit peu. Et enfin, un but de Peshao, servi par Aubameyang, qui pour le coup lui rend ce que lui n'a pas été capable de faire, parce que Peshao, il a un peu du mal à faire la passe pour ses collègues quand il est devant le but. Là, c'est Aubameyang qui est passeur décisif pour Peshao. Un match qui a été interrompu à la tout début du temps additionnel, parce qu'à la 86e minute, les supporters niçois ont fait un feu d'artifice, littéralement, dans les tribunes. Genre vraiment, c'est pas juste des fumigènes, c'était des feux d'artifice. Donc je pense que l'arbitre a interrompu le match parce qu'il voulait pas qu'il y ait des débordements, mais c'est pas très normal. Donc on va commencer par ça avant de parler de football. Je trouve ça pas très normal qu'on ne laisse pas de temps additionnel. Je veux dire, on est dans un championnat, c'est pas un match de coupe. Le temps additionnel, c'est important. Dans les 3-4 minutes qui peuvent rester, l'OM peut en mettre 2. Et à la fin de l'année, c'est des places qui peuvent se jouer au goal average. C'est pas normal dans un match qu'on décide que le match est terminé parce qu'il y a 5-1 et qu'on en a assez vu. Je suis désolé, ça me choque, c'est pas normal. Ça a choqué les Marseillais aussi. D'ailleurs, eux aussi, ça peut jouer le goal average. Aujourd'hui, le goal average de Marseille est très positif. Mais je trouve ça pas normal, dans un match comme ça, qu'on arrête le match à la 90e. Voilà. À signaler l'excellente prestation de Delange. On va en parler, ouais. On va en parler. Bref, c'est quand même un petit peu bizarre, je trouve, comme politique de se permettre de dire bon, on arrête le match. Voilà, on arrête le match. Je pense que c'est important de laisser le temps additionnel quand il est mérité. Quand bien même il y a une grosse branlée sous nos yeux. Voilà, Nice, ça doit pas être simple de supporter l'OGC Nice en ce moment. Parce qu'en championnat, t'es dans le ventre mou, puis t'as l'air de pas avoir très très envie d'en sortir.
Tu souffles chaud et le froid, mais alors quand tu souffles froid, tu souffles très froid. La Coupe d'Europe, on n'en parle pas, hein. La Coupe d'Europe de Nice, c'est dur de vibrer, hein. Autant il y a des clubs qui sont pas terribles en championnat, mais ils vibrent un peu en Coupe d'Europe, autant l'OGC Nice, ouh là là, compliqué, hein. Donc ouais, pourquoi Francaise a re-signé dans ce bourbier? On répète ça chaque week-end. Puis de temps en temps, ils gagnent, puis après ils reperdent. Et en fait, tu as l'impression que tu peux. Il y a jamais de dynamique dans cette équipe de Nice. Il y a des moments où tu te dis, ah, peut-être, quand même. Il y a eu Sofiane Diop qui s'est réveillé. Mohamed Ali Chaud, c'était pas mal. À un moment donné, tu t'es dit que Van Hout, c'était un bon joueur. Mais bon, là, t'es quand même sur 4 défaites de suite, hein. Bon, t'as perdu contre le PSG, c'est pas grave. T'as perdu contre Fribourg en Coupe d'Europe. Bon, de toute façon, la Coupe d'Europe à Nice, ça n'existe pas. Tu viens d'enchaîner Metz, où t'as perdu. Et là, tu prends une branlée à domicile contre l'OM. Ça sent du cul quand même, l'OGC Nice. Ça sent un petit peu du cul, hein. Du côté, en vrai, Nice, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça sur l'équipe, hein. Je crois qu'ils sont 9e. 9e, c'est déjà pas trop mal payé pour une équipe qui produit aussi peu et qui est aussi peu flamboyante, quoi. C'est très très dur, je pense, de s'enthousiasmer sur cette équipe quand on est niçois. Il n'y a pas beaucoup de joueurs frissons. Il y a des joueurs qui sont pas mal, mais qui sont d'une irrégularité terrible. Enfin, moi, j'aime bien Jérémy Boga parce que c'est des joueurs frissons, les Jérémy Boga. Mais Jérémy Boga, ce qu'il fait sur le cinquième but marseillais, la perte de balle de débile, quoi. C'est pas possible d'être aussi nul. Donc, ouais, il y a. Côté club à l'abandon depuis le début de la saison, il y a des sursauts où tu te dis, bon, bah, Francaise, il arrive à faire des trucs avec cet effectif-là, il y a plein de blessés, il est très moyen, l'effectif, les recrues sont pas bonnes, Kevin Carlos, c'est nul, Isaac Johnson, c'est nul. Dur de s'enthousiasmer sur l'OGC Nice, quoi. Je sais pas où ça finira, mais, euh, mais ça va finir, ouais, 8, 9, 10, quelque chose comme ça, quoi. C'est une équipe qui n'a pas de dynamique, l'OGC Nice. C'est pas nul, hein, ça va pas jouer le maintien, mais ça n'a pas. Ça n'a pas de dynamique, quoi. Jérémy Boga qui invite ses potes fans de l'OM à son match et qui pond à communiquer des excuses. Bah ça, j'ai pas vu ça. Aucun joueur pour qui s'attacher. L'année dernière, avec Guessant qui portait le club tout seul. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de joueurs enthousiasmants dans cette équipe, je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment pas de joueurs frissons. Il y a des joueurs qui sont pas nuls, que j'aime bien. Moi, j'aime bien Antoine Mendy, mais bon, déjà, là, il est pas bon, Antoine Mendy, sur ce match-là. C'est vraiment pas l'équipe que j'ai envie de regarder le week-end, quoi. Que des joueurs mid. Diop est bon, mais Diop, il a des périodes et puis après, il retombe en température, quoi. Donc bon. Je soupçonne De Zervi d'avoir fait rentrer Neil Mopes juste pour troller les Niçois. J'avoue qu'il l'a ressorti du placard juste pour Nice, quand même, hein. Bah a bien fait de refuser l'OL. Bah après, il est pas terrible, hein, Djoumaba. Il a fait un bon match il y a 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines où il a été homme du match. Mais Djoumaba, très honnêtement, je suis pas sûr que j'en voudrais à l'OL, hein. Après, si j'en veux à l'OL, parce que au moment où on se parle, je prends tout à l'OL, hein. Mais bon, effectivement, hein. Diop, c'est une bonne mi-temps quand il a envie. Ouais, mais Diop, quand il a la tête à l'endroit, c'est un super joueur. Mais c'est par salve de 3-4 matchs et après, il redescend. Donc, un peu de difficulté quand même à s'enthousiasmer sur cette équipe de Nice. À l'inverse, en face, on a une équipe de l'OM qui est portée par Greenwood, du coup, hein, très clairement. Enfin, la spéciale qu'il fait sur le troisième but, il est dur à arrêter, hein, dans ces cas-là. Donc même Aubameyang, moi je trouve ça plutôt rassurant parce qu'Aubameyang il avait marqué sur un match où il avait été absolument infâme. Là il fait un vrai pur match Aubameyang, un match de vrai neuf. C'est toujours pareil, on ne sait pas si ça tiendra sur la durée, mais là c'est quoi? C'est un but et une passe D, Aubameyang, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même pas mal. J'espère. Klaus a plus la tête à ses greffons qu'au football. C'est vrai que j'ai quand même demandé si Jonathan Klaus il n'était pas blessé pour être sûr que les greffons prennent bien. Après, parce qu'il y a clairement eu un voyage en Turquie de la part de Jonathan Klaus, hein. 2 passes D, pardon. 2 passes D, excusez-moi. Non, Marseille, c'est sérieux. Même si, un peu comme souvent, ça n'a pas été non plus ultra, ultra dominateur en première période. Nice a eu des opportunités, et notamment au retour des vestiaires jusqu'au but du 3-0, il y a encore de l'espoir pour Nice. Mais après, il y a la profondeur de banc, et puis il y a le sérieux dans les fins de match. Il y a beaucoup, beaucoup de buts qui sont marqués dans la deuxième partie des matchs du côté de l'OM, parce qu'il y a des certitudes. Il y a quelques trous derrière, mais c'est normal, ils ont plein de blessés. Quand Aguerd et Medina seront revenus, il y aura peut-être un peu plus de sérénité derrière. Ils restent dans le match, ou en tout cas, ils se font pas chavirer parce qu'ils ont un deuxième gardien qui est vraiment très très bon. Delangue, je sais pas comment on dit. J'ai entendu Delangue sur Ligue 1+. Mais en tout cas, ça fait quand même 2 fois qu'il est en Ligue 1 titulaire, je crois 2 ou 3 fois. Il fait une super prestation. Quand même fou d'avoir 2 bons gardiens comme ça. Comme quoi la concurrence, ça marche pour de vrai, quoi. Ouais. OL a 2 fois plus DG que Marseille, mais il y a 5-1 pour Marseille parce que Marseille a un meilleur effectif. Mais en fait, la lecture des expected goals, elle est limitée par ça. C'est-à-dire que les expected goals, c'est de la théorie pure.
C'est-à-dire qu'on prend des positions de tir et on donne des statistiques derrière. Et en fait, les équipes qui surpassent leurs expected goals, il y a deux possibilités qui parfois se cumulent. C'est soit elles ont chaté, soit elles ont des joueurs de qualité supérieure. Un Mason Greenwood, parce que c'est un joueur de qualité supérieure footballistiquement, dépasse ses expected goals parce qu'il sait faire de situations qui ne sont pas des situations de but, des buts. Donc c'est normal, l'OM a ce que n'a pas l'OL, c'est-à-dire la solidité dans les deux surfaces. Là, ils ont un super gardien qui leur sauve la première mi-temps notamment, et devant, quand il faut marquer, il marque. Et il marque à partir de pas grand-chose. Et donc, il y a des matchs de l'OM, et je vous reprends les matchs dont on a déjà parlé, le match contre le Paris FC, le match contre le Havre, où très franchement, sur le papier, l'OM peut perdre ces matchs-là. Ils peuvent perdre le fil de ce match-là, mais parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de finir sur des actions où il n'y a pas forcément but, bah ça donne victoire pour l'OM. Et c'est ça les équipes qui vont dans le haut du classement. C'est pas des équipes qui sont foncièrement des rouleaux compresseurs H24, c'est des équipes qui, quand elles ont des temps forts, ça marque. Et quand elles ont des temps faibles, ça résiste. C'est ça la différence entre les équipes derrière le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, ils ont des temps faibles et ils marquent. Mais voilà, à un moment donné, Marseille, ça fait aussi des bons choix. Alors ça fait des bons choix parce que ça a des thunes. Vermeeren, il arrive à la fin du mercato et c'est une brute. Donc ça aide. Mais par contre, un Delange, un Roulis, c'est pas cher. Fallait les prendre, c'est tout. Donc bon, c'est un Péchao 35 millions pour rater un face-à-face inratable. Ouais, mais après, bah, ça fait un but face au but. Voilà. Péchao, je suis pas convaincu. Très honnêtement, je suis pas encore convaincu par ce que j'ai vu. Je comprends les qualités du joueur, cette espèce de mélangeur, mais le côté mélangeur, fort athlétiquement, mais comment dire, mais qui sait pas faire grand chose d'autre, me rappelle un peu Luis Enrique. Voilà. Donc après, attention, temps d'adaptation, mise en place. Peut-être que Péchao, ça va être meilleur dans quelques temps. Pour l'instant, moyen quand même. Vaz va lui passer devant. Vaz, pareil, doucement. Il a été très bon quand il est rentré en jeu. Il est tout jeune. Laissez-lui le temps à Robinho Vaz. Moi, j'adore Robinho Vaz. Je pense qu'il a tout pour réussir et tout pour être un très, 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 très bon attaquant. Il a toutes les qualités qu'il faut. Il a la vivacité, il a la vitesse, il a la giclette et il a la finition et la puissance de frappe. Tranquillo. Tranquillo, Robinho Vaz. Je le trouve meilleur quand même que Luis Enrique. Oui, moi aussi. Il faut lui laisser le temps à Vaz. Oui, Vaz, tranquille. Par contre, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être un très, très bon joueur, Robinho Vaz. Péchao, j'ai plus de doutes. Je trouve que l'adaptation est quand même très très lente. Mais il y a des qualités, c'est évident. Maintenant, ce genre de joueur-là, parfois ça prend du temps, c'est des diesels. Quand ça se met en route, c'est quelque chose. Donc tranquille. C'est pas un mélangeur, il est pas fou en dribble, c'est un exécutant. Ouais, il a des qualités athlétiques qui sont réelles. Maintenant, oui, c'est pas un dribbleur. Mais je vois un mec qui dit que ça libère les espaces. C'est vrai. Maintenant, on disait ça de plein de joueurs nuls. Donc attention. Merci Ultimate Loser pour le Prime. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Vermeeren, on en a parlé vite fait, mais je pense que pour moi, c'est peut-être la recrue qui change la donne pour l'OM. Parce qu'il arrive sur le tard et c'est lui l'indéboulonnable au milieu. Je trouve qu'il a une vraie personnalité, des vraies qualités, Vermeeren. Et je l'attendais pas forcément d'ailleurs comme étant le titulaire indiscutable. C'est de loin le meilleur milieu dans cet effectif. On avait dit au début de saison, rappelez-vous, Rewind, quand c'était encore Højbjerg, Kondogbia, avec Gomez et tout ça, on était là genre, c'est bien le recrutement de l'OM, mais le milieu, c'est quand même pas la folie pure. Et Vermeeren, il a tout changé. C'est lui qui a apporté ce WD-40 au milieu de terrain, et c'est lui qui permet aux autres milieux autour de se bonifier. Donc voilà, perd certains qui jouent contre Newcastle. On verra. On verra. C'est un vrai cerveau. Ouais, c'est un joueur intelligent, Vermeeren. C'est un joueur intelligent. Option d'achat à 20 millions quand même, Vermeeren. C'est le prix qu'il vaut, je pense. C'est ce que ça vaut, Vermeeren. C'est logique. Mais donc voilà, on a parlé des performances individuelles. L'OM est à sa place aujourd'hui, à la place qu'il devait viser en début de saison. Les ambitions de l'OM, compte tenu de leur recrutement et des profils des joueurs qu'ils ont recrutés, devaient viser une deuxième place dans les jupons du PSG. Pour l'instant, ils y sont. Il y a eu quelques remous en début de saison. Mais voilà, c'est sérieux. Ils ont su, moi, surtout ce qui me rassure, entre guillemets, sur l'OM, c'est qu'ils ont su éviter les potentielles crises. Parce qu'on l'a dit, l'ADN de l'OM, c'est de faire d'un début de feu un incendie. Et il y a eu des débuts de feu depuis le début de la saison à l'OM. Il y a eu la série de mauvais résultats après la défaite contre le Sporting. Il y a eu la défaite contre Lyon avec la bagarre avec Rabiot Hérault. Et ça n'a pas déraillé. Et je trouve quand même que la différence avec l'OM des saisons passées pour l'instant,
C'est que cet OM, j'ai le sentiment qu'il sait éteindre les débuts de feu. Donc, toujours la théorie des impiques. Oui, complètement, la théorie des impiques. Putain, mais ça me gratte le nez, je suis désolé. Ça arrivera le feu après Newcastle, ça va prendre. On va voir. Mais cet OM-là me paraît étonnamment stable par rapport à l'ADN habituel du club, quoi, qui a tendance à s'enflammer pour pas grand-chose. On verra si ça tient toute la saison. Je pense que ce qui peut faire du mal à l'OM, c'est des potentiels résultats moyens en Ligue des Champions. Là, il y a le match contre Newcastle, il va falloir être bon. Ils n'ont pas chaté au tirage. Longoria l'a bien compris, a coupé beaucoup de points avec la presse, car ses débuts de feu, les médias aimaient beaucoup souffler sur la batte. Ah bah c'est une industrie, hein. Les braises à l'OM, c'est une industrie, hein. Le paysage médiatique de l'OM est quand même doté d'une faculté à transformer les braises en incendie qui est assez fou. Donc oui, la gestion médiatique de l'OM est plutôt bonne pour l'instant, et on va voir combien de temps ça va durer, tout simplement. Hâte de voir l'OM au complet quand même, quand ce sera le cas, à voir combien ils seront de Paris. Ouais, c'est vrai que bon, ils ont perdu des points, mais pas tant que ça, hein. Ils sont qu'à 2 points du Paris Saint-Germain, et pourtant ils ont quasiment jamais été au complet, quoi. On a très très peu vu Medina, Aguerd qui était là, Gouiri il sera pas revenu tout de suite, Ahmed Traoré il a jamais été prêt physiquement. Je suis très curieux de voir cet OM là une fois qu'ils seront au complet et dans un potentiel pic de forme en février-mars. Il faudra voir où ils en sont en Europe. Mais bon, après, le problème, c'est que tu as un PSG qui est encore en mode ronron et qui, même en étant en ronron, ils sont à 30 points, quoi. Donc, bref. Après, on a le Dr Strauss, donc pas sûr qu'on soit au complet un jour. Il paraît que le Dr Strauss, on n'en voudrait pas comme médecin traitant. Ils doivent faire top 2. Ouais, minimum. Si l'OM ne fait pas deuxième, pour moi, c'est un échec. Surtout quand tu vois derrière, on avait mis Monaco en potentiel deuxième et on voit que Monaco, c'est la décrépitude absolue. Si l'OM ne fait pas deuxième, c'est un peu la honte, là. Les prétendants à la troisième place, il y a le RC Lens qui est dans leur jupon, mais le RC Lens est inférieur à l'OM sur le plan de l'effectif. Aujourd'hui, le RC Lens fait du super taf, mais il y a moins de certitude que l'OM, et l'OM doit être capable de distancer à un moment donné le RC Lens. Donc voilà, Paris finira champion. Oui, bah c'est pas une grande prise de risque, évidemment. Mais il y a un monde, il y a encore un monde. Il y a un monde où le PSG a du mal physiquement, se perd en route en Ligue des Champions. Ils n'ont toujours pas réussi à aligner leur équipe type, le Paris Saint-Germain. Vous allez le voir quand on parlera du match. Mais le Paris Saint-Germain, c'est toujours du Lee Kang-in, du Mayoulou. Toujours pas d'équipe type, quoi. Donc ils doivent être prenables à un moment donné. S'il y a une année, c'est maintenant. Donc on verra. Et derrière, c'est un Royal Rumble. Ah oui, mais c'est un Royal Rumble de gros nullards, à part le RC Lens. Lens joue une fois par semaine, pas besoin de 30 joueurs. Oui, mais même dans la qualité de l'effectif, c'est pas pareil. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour le RC Lens, mais vous avez des joueurs qui sont moins expérimentés, qui sont intrinsèquement moins bons que l'effectif de l'OM. L'OM doit finir devant Lens. Même si j'adore Lens, hein, j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est un club qui est très cool à voir jouer, avec des très chouettes joueurs. Mais tu dois finir devant Lens, arrêtez les gars. Voilà, c'est... Lens meilleur joueur, c'est Sage en fait. Ouais, après, c'est le directeur sportif aussi, hein. La planification sportive du RC Lens, bah, vous savez quoi, on va en parler justement. C'est une bonne transition pour parler de Lens Strasbourg. Lens Strasbourg, petite victoire. Lens qui s'alignait toujours sans Machado et Gradit qui sont blessés. Et du côté de Strasbourg, en seul absent notable, il y en avait d'autres, hein, c'était Doucouré qui est toujours suspendu. On avait une tentative à nouveau de doublette Emega Panicelli du côté du RC Strasbourg. Ça n'a pas marché, tout simplement. Je crois que ça ne marchera pas, hein, de manière générale, Emega et Panicelli. Ils avaient gagné 2-0 avec un doublé d'Emega, mais ça n'avait pas été un match fulgurant de la part de Strasbourg, qui avait fait 2 tirs cadrés, 2 buts il y a 2 semaines. Lens qui a dominé globalement toute la partie. À la mi-temps, ils arrivent à la mi-temps, il y a 0 tir cadré pour Strasbourg. Et comme d'habitude avec Lens, parce que Lens a une arme fatale, c'est les coups de pied arrêtés. Un coup franc lointain dévié par Udol. Et là, c'est Gagnou qui arrive et qui envoie un pétard dans le but. Et derrière, ça a été globalement assez solide, hein. C'est sérieux, le RC Lens. C'est une équipe sérieuse, avec des vraies certitudes. Et je pense que le mot qui définit le mieux le RC Lens, c'est les certitudes. À l'inverse de Strasbourg, où c'est toujours... Il y a des matchs où le RC Strasbourg, c'est la fiesta. Rappelez-vous des victoires 5-0 là, contre Angers, où vraiment Panicelli est partout. Valentin Barco, c'était prime Marco Verratti. Et là, ouf, comme un soufflet. En plus, mauvaise nouvelle pour Strasbourg, Valentin Barco qui a pris rouge, donc il va être suspendu 2 matchs pour un tacle très en retard sur Guy Lavogui. Pour le coup, le rouge est mérité. Le tacle n'est pas foncièrement... violent, mais il est dangereux. Donc à partir du moment où on met des rouges pour des tacles juste dangereux qui font pas de mal, c'est normal qu'il soit exclu. Beau match de Penders qui a sauvé les meubles pendant un certain temps. Mais pour le reste, l'attitude de Strasbourg n'a pas été bonne, j'ai trouvé. Et alors l'attitude de Emega, je vais vous dire, moi Emega, c'est un joueur que j'aime pas trop.
Je suis pas très fan. Je trouve qu'il est un peu stéréotypé. Je dis pas qu'il a pas de qualité, hein, c'est un bon joueur, mais je suis pas très fan de Emega. Il y a eu des déclarations de la part de Emega, un peu maladroites, genre, «Quand je suis arrivé, je pensais que c'était en Allemagne, je savais pas où c'est Strasbourg, bon, bah, maintenant les gens savent où est Strasbourg». Frérot, on va se calmer, hein, tu n'es que Emmanuel Emega, quoi. Pendant que Panicelli fait du meilleur taf que lui et ferme sa gueule, quoi. Donc, bon, Emega, je suis pas hyper fan du profil et je pense que du côté de Strasbourg, on n'est pas non plus effondré qu'il s'en aille, quoi. Voilà, Panicelli apporte beaucoup plus, mais Panicelli, je pense que pour qu'il puisse s'apporter, il faut qu'il soit libéré sur le front de l'attaque. Et là, c'était pas le cas. Fin de match un petit peu houleuse avec une grosse bagarre où Guy Lavogui vient mettre une tarte dans la gueule de je sais plus quel joueur strasbourgeois. Alors une vraie belle tarte, hein. On parle pas d'une petite bousculade, on est sur une grosse mandale dans la gueule, carton rouge pour Guy Lavogui. Bon, moi je suis pas très fan de Guy Lavogui de manière générale, je trouve que c'est un joueur qui est pas très fort au football. Mais bon, ça va jouer contre Mateta et Crystal Palace jeudi. Oui, effectivement, tout à fait. Contre Jean-Philippe. Non, le RC Lens toujours sérieux et une équipe de Strasbourg qui est toujours incapable d'être constante dans les gros matchs. C'est fou, hein. Ils ont réussi à battre Lille, mais c'est tout, quoi. Et je pense qu'on touche les limites de Strasbourg. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a... Et un coach aussi qui est jeune, hein. Faut pas oublier ça. Et que dans les matchs avec de la pression, avec de l'enjeu, ça dégonfle. Ça démonte. Panicelli peut pas jouer sur le côté, c'est un buteur à l'ancienne. Bah oui, pour moi, mettre Panicelli sur le côté, c'est comme mettre Cavani sur le côté, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Panicelli, c'est comme Lisandro Lopez, hein, tu peux le mettre sur une aile, mais c'est pas là où il sera fort. Donc pour moi, il y a des limites à ce RC Strasbourg, qui est l'enjeu, la jeunesse. C'est-à-dire que quand ils jouent contre des équipes qui sont petites, qui leur rentrent pas dans l'art, ça va. Tarté Angers, il y a du monde. Tarté Le Havre, il y a du monde. Par contre, quand ils jouent contre Lyon, qui est une équipe de Wislar, bah, ça marche pas. Quand ils jouent contre Lens, qui est une équipe hyper sérieuse, ça marche pas. Je pense que c'est ça le, euh, le, euh, le problème. Si on peut juste arrêter de se foutre sur la gueule dans le chat, sinon je vais sortir les bannes, ce serait sympa. Contre le PSG, gros match aussi. Ouais, PSG, gros match aussi. En attendant, ils mènent 3-1 et ils se font revenir au score. Il y a des limites à cet effectif. Le PSG, ça fait 3-3 alors qu'ils ont le match en main. Et c'est souvent comme ça du côté de Strasbourg. Monaco, ils reviennent dans le match grâce à Bakwa, mais ils perdent quand même. Il y a des limites du côté du RC Strasbourg. Et des limites aussi à Liam Rosenior, que je trouve que c'est un bon coach, hein. Et je trouve que c'est pas mal de la part de Rosenior de réussir à faire ce qu'il fait avec un effectif qui n'a aucune cohésion puisqu'il change tous les ans. Mais dans la maîtrise des matchs, le sang-froid, nanani nanana, Rosenior, il y a des limites, quoi. Voilà. Ce serait cool de pouvoir voir la progression du débrief par match dans l'overlay pour savoir ce qu'on a raté, ce qui arrive. Ah, ça, je peux pas le faire sur Twitch. Mais par principe, partez du principe qu'on fait les matchs dans l'ordre chronologique. Donc là, si on est à Lens-Strasbourg, vous avez juste raté le match d'avant qui était Nice-Marseille. Sur YouTube, vous avez les chapitres, hein, normalement. Vous avez les chapitres sur YouTube qui doivent s'afficher dans la barre. Je les mets à chaque fois. Mais sur Twitch, c'est pas possible. Rosenior, dans la lecture des matchs, c'est du niveau de Fonseca en termes de changement. Ouais, bah après, je pense que c'est un coach qui est jeune, Rosenior. Et qui a des erreurs de jeunesse, de coach jeune, de manière générale. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur Strasbourg. Lens qui est quand même très bien installé sur le podium. C'est l'équipe surprise, hein, de cette saison, hein. C'est plus une surprise de voir Lens jouer le top 6, mais les voir aussi hargneux dans le top 3 et aussi peu en difficulté, c'est quand même assez surprenant pour un club qui, chaque année, comme on le dit souvent, perd ses meilleurs joueurs et a changé de coach, hein. Pierre Sage est arrivé cet été et fait quand même du super taf. Genre une frise sur l'overlay. Non, c'est trop chiant de faire ça, vous vous rendez pas compte. C'est trop chiant. Après, il y a trop de trucs. Non, vous êtes des grandes personnes, vous savez quand même lire un calendrier de Ligue 1. Voilà. Normalement, vous savez quel match qui arrive après. Le match qui arrive après, c'est Rennes-Monaco. Voilà, Rennes-Monaco. Rennes-Monaco, pour le coup, il y a eu du spectacle, hein. Il y a eu du spectacle. Rennes, on a chié, moi le premier. J'assume. J'ai été vachement dur avec Habib Bey. Et je continue à être un peu dur avec Habib Bey parce que, attention, c'est Monaco en face. Et Monaco, en ce moment, c'est pas loin d'être une des équipes les moins bonnes de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Bon, victoire 4-1. Rennes qui se présentait sans sans Seko Fofana, pardon. Malik Fofana, de toute façon, il est HS. On avait la nouvelle trouvaille de Habib Bey qui était de mettre Tamari DG. Et en fait, tout va mieux depuis qu'il a remplacé Merlin, le Yaourt Nature, par Tamari, qui apporte un peu plus offensivement et qui je pense, a plus de caisse que Quentin Merlin. Et un Monaco en face, où vraiment Pocognoli, oh là là, il sait pas trop ce qu'il fait. Il sait pas trop ce qu'il fait. On avait la doublette Fati à Cliouche derrière Ileni Kena, donc Biret sur le banc, Balogun qui était suspendu, si je dis pas de bêtises. On avait le retour quand même dans le 11 du milieu titulaire avec Camara et Zakaria.
Ouh là là, ça va pas Monaco, hein. Ça va pas du tout, hein. Ouverture du score. Pour le coup, très très belle ouverture du score à la 20e minute de Aït Boudlal. Il prend le ballon, il traverse tout le terrain, il glisse à droite, Madi Camara qui centre et qui lui remet. Petite célébration genre, pas mal, non? Très très bon match de Aït Boudlal, un vrai vrai gros potentiel, hein. On va en parler après. 2-0, une frappe repoussée par le gardien, une frappe de Tamari repoussée sur laquelle Madi Camara fait le renard des surfaces. Il est enfin utilisé comme il le devrait, c'est-à-dire milieu droit qui va dans les intervalles. Pardon. Mbolo qui vient mettre le 3-0 sur un corner joué à 2 avec Frankowski, un penalty de Ludovic Blas et un but anecdotique de Mika Biret à la 95e minute. Bon, Bey sauve ta tête. Elle tenait pas à beaucoup de choses, la tête de Habib Bey, hein. Et il a été maintenu. Pour l'instant, ça lui donne raison. Je pense qu'il y a quand même un déclic. Il y a eu un déclic, je pense, sur deux choses. Un, l'utilisation de Tamari qui se reconvertit en piston gauche. Et en fait, ça nous donne vraiment un système un peu en déséquilibre qui est assez intéressant, là où Merlin était un peu stéréotypé dans son utilisation. Et Madi Camara, qui est brillantissime, qui est vraiment comme il faisait à Brest. C'est-à-dire que Camara, sa zone préférentielle, c'est le demi-espace côté droit, vous voyez, ni dans l'axe, ni sur l'aile, mais cette zone-là dans laquelle il attaque l'espace. Et, et vraiment, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Madi Camara, et je trouve ça assez surprenant d'ailleurs. Je pense que beaucoup de clubs de Ligue 1 en auraient eu besoin pour le montant auquel il est parti de Brest, parce qu'il est parti pour 6 ou 7 millions. C'est un super joueur, et là, bah, c'est lui qui porte le match. C'est un mangeur de profondeur. Et c'est ça qui marchait bien à Brest, c'est qu'on avait un milieu à 3 avec Magnetti, Camara et Pierre Lesmelou qui était un peu un triangle qui tournait, et chacun prenait la profondeur à un moment donné. Même Magnetti prenait la profondeur et Camara, c'est pas un renard des surfaces, mais c'est un vrai pur box-to-box, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, Habib Bey l'a testé en piston droit, mais il n'est pas fait pour jouer sur l'aile. Mais là, il est vraiment pile comme il faut. C'est-à-dire qu'il a Frankowski qui mange la ligne, il a de l'appui derrière, donc il peut se permettre d'aller attaquer la profondeur. Et en plus, il a des attaquants devant lui qui sont des attaquants qui tournoient un petit peu, hein, les Mbolo, les Le Paul. Donc c'est la clé de voûte de cette équipe, ça a été le déclic sur, sur, le, cette équipe de Rennes. On a quand même un match où le Stade Rennais, bon, il y a un penalty dans l'équation, mais fini avec 3,7 expected goals. Donc vraiment, ils ont roulé sur Monaco. Monaco, ils ont fait un choix d'écarter à 18h, alors que Monaco était pas bon, hein, on est d'accord, c'était pas terrible. Mais ils étaient troisième au moment où à 18h saute, hein. À 18h, c'est quand même le premier coach limogé de cette saison en championnat. C'est vraiment pas sur lui qu'on aurait misé. Aujourd'hui, Monaco est huitième, hein. Monaco est derrière l'Olympique Lyonnais. C'est une catastrophe, l'AS Monaco. Le choix de prendre Pocognoli en pleine saison, qui quitte une équipe, qui est leader. Ils avaient déjà fait la même chose avec Philippe Clement. On a tous dit, tous unanimement, tous on a dit, ça sent l'idée à la con. Ça sent l'idée à la con. Et ben ça n'a pas manqué. On verra, hein, peut-être que ça va se mettre en place. Mais pour l'instant, l'électrochoc avec le départ de Hutter et l'arrivée de Pocognoli, ça va pas du tout. Et alors, ce que fait Pocognoli, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. On a eu un passage à 3 derrière, parce que je pense que Pocognoli s'est dit, oula, mes latéraux, c'est pas des foot de guerre. Vanderson, Caio Henrique, c'est des mecs qui savent pas défendre. Ouattara, il est juste nul. Du coup, je passe à 3. Sauf que ça change rien, ils sont toujours aussi nuls. Le milieu de terrain, il a eu plein de blessés à sa décharge, mais là tu récupères Zakaria, puis tu repères Zakaria, un tacle sur le genou de Le Paul. Enfin, vraiment, c'est un miracle que Le Paul soit pas littéralement mort. Au moment où Le Paul se prend le tacle, je me suis dit, bon, bah, à bientôt, hein, salut mon pote, ce sera pour 6 mois. Mais ça sent un petit peu pas bon, Monaco, là. Il n'y a pas grand-chose dans cette équipe. On n'arrive pas à trouver la bonne méthode offensivement. Akliouche, très discret. Biret et Balogun, on n'a toujours pas trouvé la solution. Biret, quand même, il est dans le dur, mais sévère, hein. Là, il marque, hein, mais depuis le début de la saison, c'est très compliqué. Ilenikena, c'est pas mal, mais bon, alors là, pour s'épanouir là-dedans, bon courage, mon frère, hein. Mais il y a vraiment un sentiment d'équipe un peu à l'abandon, un peu comme Nice. Vous voyez, on a fait un mercato, enfin n'importe quoi le mercato. Après, à leur décharge, il leur faut des thunes. Mais tu vends Singo, tu vends Ben Seguir, tu recrutes pas. Les mecs que tu recrutes, c'est Fati et Pogba. À moins d'un retour en grâce de Paul Pogba, etc., etc. J'y crois pas trop, hein. Voilà, mais c'est.
En tout cas, 8e pour Monaco. On les avait quand même mis dans le wagon top 3 hein, en début de saison. À raison, je pense, parce que je pense que l'effectif de Monaco est top 3 et normalement doigt dans le nez. Monaco 8e. Enfin, la honte, quoi. Oui, j'avais oublié Eric Dyer. Oui. Idumbo, oui, c'est vrai, ils ont pris Idumbo. C'est blessure de Zakaria qui n'aide pas aussi. Ouais, enfin, il revient le frère et il se prend un carton rouge. Zakaria, c'est 3 cartons rouges en 2 ans. C'est pas normal. Puis des cartons rouges de boucher charcutier traiteur en plus. C'est pas des cartons rouges malheureux, quoi. C'est pas normal, hein, à un moment donné. Faut brancher le cerveau, monsieur Zakaria. Euh, Oui, on va arrêter Mangord parce que sinon il va falloir sortir. Là, c'est un enfer le chat. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes fatigant. Enfin, surtout la défense de Greenwood, elle a des limites quand même. Mais bref. Donc on a déjà parlé de Pogba en début de live, mais un peu gêné par le traitement médiatique. Genre, oh, c'est trop bien, c'est génial de revoir Pogba et tout ça. Mentionner quand même. Mentionner quand même pourquoi on revoit Pogba après 2 ans. Pourquoi il n'était pas là pendant 2 ans. C'est important quand même le contexte. Voilà. Il y a clairement un Monaco avec et sans Zakaria. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un Monaco avec et sans Zakaria. Et l'absence de Zakaria a fait énormément de mal. Maintenant, Zakaria ou pas, tu as quand même une défense qui est très très légère. Et Zakaria ou pas, tu toujours pas trouvé la méthode pour faire fonctionner tes attaquants devant. La doublette Balogun-Biret, ça marche pas. Il est Nikena, on sait pas trop comment le faire fonctionner ni avec l'un ni avec l'autre. Golovin, il est jamais là. Bon, Pogba, oui, Pogba était intéressant. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du but de Monaco, hein. C'est lui qui glisse à droite à Vanderson. Très très belle ouverture. Vanderson qui remet en retrait à Biret qui vient mettre le 4-1. À voir, hein. Maintenant que Pogba, je pense qu'il va falloir du temps pour qu'il se retape, hein. Fati était pas mal en début de saison. Fati, il y a eu beaucoup de matchs en trompe-l'œil quand même, hein. Il y a eu des matchs où il mettait des pénaux, donc ça faisait des doublés, donc ça faisait des belles notes sur SofaScore. Mais Fati, il y a eu 1, 2, 3 matchs vraiment brillants et beaucoup de matchs très mid quand même, hein. Monaco va vite être en crise vu les matchs à venir, surtout en Ligue 1. Bah oui. Bah oui, oui, ça va être très compliqué. Là, ils jouent contre le Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. C'est Monaco-PSG le prochain match. Attention, Monaco, hein. Attention, attention, hein. Monaco, ça peut être la saison catastrophada, là. Fort heureusement, le maintien est très très loin. Mais attention quand même, hein. Vanderson et Caillot, c'est tellement régulier. Ouais, puis ça, c'est pas défendre. Enfin, les latéraux de Monaco, c'est dur, hein. Caio Henrique et Vanderson, c'est des joueurs, c'est intéressant de les voir jouer parce que c'est des joueurs offensifs qui savent centrer et tout ça. Mais défensivement, c'est une catastrophe. Ouattara, c'est pas un bon joueur de foot, hein. C'est pas suffisant du tout, Ouattara. Thilo Kehrer, oh là là, c'est pas l'assurance du risque, hein. Thilo Kehrer, il a des brain freeze. Ouais, on n'en a pas parlé beaucoup de Rennes, mais c'était noté, hein. J'ai noté Aïd Boudlal Jacquet, waouh. Quelle chance d'avoir le centre de formation qu'on a. Parce que Jacquet, Aïd Boudlal, c'est 19 et 20 ans, je crois. Les mecs, c'est des patrons, quoi. C'est des monstres. La défense de Rennes, sur le papier, c'est monstrueux, hein. Seydou, c'est un super joueur. Frankowski, c'est un super joueur. Quentin Merlin, c'est pas terrible, mais normalement, ça devrait être meilleur que ça. Aïd Boudlal, le but d'Aïd Boudlal, enfin, le mec a 19 piges, il percute sur 40 mètres, il glisse à droite et puis il continue sa course derrière. Il n'y a pas de je reviens en défense. Il y a non, non, je vais au bout. Aïd Boudlal, il a fait un mauvais match, c'était contre l'OL en début de saison, c'est tout. En PL, c'est 50 plaques cet été. Non, c'était contre l'OM, pardon. Je dis n'importe quoi. C'est contre l'OM qu'il avait pris un rouge Aïd Boudlal. Donc 4 points de différence avec Angers qui fait un mercato à 0 €. Non, mais on va voir, le classement il est terrifiant quand même, hein. On vous a laissé Attebourg. Ouais, merci, hein. Merci pour Attebourg. Vraiment un plaisir. On vous remercie les Rennais, hein. Après, on le savait, hein. Quand Attebourg est arrivé, on avait prévenu. On savait que c'était pas un super joueur. Mais non, normalement, t'es serein du côté de Rennes. Même t'as Djawi Cissé aussi. Ah, t'as quand même une ossature intéressante. Je suis curieux de voir quand même. Parce que le matos qu'il a à disposition à Bibey, c'est quand même du bon matos, hein. Esteban Le Paul, c'est un sacré jougador, hein. C'est un sacré jougador. Là, il n'y a pas de but, mais on peut aussi vous filer Blas. Moi, Ludovic Blas, je prends, hein. Je prends. Au stade où on en est offensivement à l'OL, je prends, hein. Mais oui, bon, après, chez vous, il coûte très cher, il a un gros salaire et il n'est pas performant. Donc oui, effectivement, c'est pas terrible. On enchaîne avec PSG Le Havre. On va passer rapidement sur PSG Le Havre. Juste pour garder en tête qu'on était sur 4 matchs sans défaite pour Le Havre, qui était sur une très bonne dynamique. Et du côté du PSG, bah, il y a toujours des blessés, il y a toujours des absents. Donc on se retrouve encore avec une équipe, on va dire, simili bis, avec du Mbaye, du Ramos, du Mayoulou, du Beraldo, du Kanginli sur le 11. Le PSG qui du coup joue toujours avec son équipe bis en Ligue 1. Bah, ils ont raison puisque ça suffit. Bon, c'est un match classique du Paris Saint-Germain, hein. Ils ont mérité leur victoire. Je suis pas là pour vous dire que Le Havre aurait dû battre le PSG, mais
mais c'est un match moyen du PSG, quoi. Un match moyen qui tourne sur la qualité individuelle, puisque Le Havre a pas mal d'occasions, très honnêtement, pas mal d'occasions. Ça tourne sur l'incapacité du Havre à finir, un très bon Chevalier, qui a sorti des très bons arrêts pour empêcher Le Havre de marquer, de revenir au score. Et sur des erreurs du Havre, le premier but de Lee, il est totalement abandonné au second poteau, il marque. Le deuxième but, c'est une grosse perte de balle avec Barcola qui file au but et Joao Neves qui vient finir après une frappe repoussée. Et le dernier but, c'est un contre. Donc en fait, si vous prenez les 3 buts du PSG, il n'y a aucun but entre guillemets évident. Ces 3 buts qui viennent soit d'une contre-attaque, soit d'une erreur un peu grossière de la défense du Havre. Bon, le Havre fait un bon match. Ils sortiront de ce match-là en se disant on a été très très honnête. Et le PSG, bon bah voilà, hein, sans forcer, bah ça marque, ça gagne. Il y en a beaucoup, hein. Il y a 13 journées de championnat. Et je pense qu'on a peut-être 8 ou 9 matchs du PSG, 10 matchs peut-être, où globalement c'est quand même pas le feu absolu, hein. On connaît une équipe dans l'histoire qui a joué son championnat avec une équipe B et de supporters, ça doit pas être fantastique en vrai. Ah ouais, non mais c'est presque frustrant le PSG parce que ça suffit en fait. Ils jouent à 50% et ça suffit. Quand ils font des matchs moyens, bah, ils ont Beraldo et Zabarni qui viennent mettre des buts sur corner. Puis à un moment donné, il y a des bangers de Joao Neves parce que c'est un joueur extraordinaire. Parfois, c'est Barcola qui court plus vite que tout le monde. Et en fait, ça suffit. Ça leur suffit. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis, ouais, ils sont qu'à 2 points, ils ont perdu contre l'OM, ils ont fait des contre-performances comme contre l'Orient. Mais ça suffit. Et arrivera un moment donné où ils mettront le pied sur l'accélérateur et puis on ne pourra pas concurrencer. Donc, c'est les abonnés au parc, ils n'en ont rien à faire de la L1, ils revendent leur place. Joao Neves, meilleur joueur du championnat. Franchement, à l'instant T, ouais. Joao Neves, je ne sais pas si vous avez regardé le coup franc qu'il met avec le Portugal sur la trêve internationale. J'ai vu le clip qui tournait sur Twitter. Joao Neves, mais non, mais même leur milieu de terrain en fait. T'en mets un sur les trois mutants là. Même Ruiz est devenu un joueur exceptionnel. Mais Vitinha, Neves, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Vitinha contre l'OL, c'est doigt dans le pif, hein, pas besoin. Joao Neves, il a tout. Il a tout. Nuno Mendes, non mais Nuno Mendes, pareil. Après, c'est pas compliqué de gagner des matchs quand t'as les 2 meilleurs latéraux du monde, hein. Voilà. T'as, je pense, les 2 meilleurs latéraux du monde et peut-être les 2 meilleurs milieux du monde. Peut-être. Je pense que Vitinha et Joao Neves, il y a quand même pas grand monde au-dessus d'eux aujourd'hui. Dans la saison actuelle, les dernières semaines, les derniers mois. Je cherche, hein, mais je trouve pas, hein. Ouais, peut-être Pedri. Pedri, oui, oui, Pedri, quand même. Mais, mais bon, c'est. T'as des joueurs de qualité, c'est même pas de qualité supérieure comme Greenwood, c'est des joueurs de qualité infiniment supérieure. Oriol Roméo, où est-ce que t'es allé me chercher Oriol Roméo? Ouais, Pedri, je pense qu'il y a Pedri qui est dans l'équation, mais Oriol Roméo, le joueur de Southampton, quoi, putain, que je vais chercher des mecs comme ça. En vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce Paris Saint-Germain. Chaque semaine, on dit la même chose. Chaque semaine, on dit la même chose. Peut-être la satisfaction d'avoir eu enfin un bon match de Chevalier. Enfin un bon match de Chevalier qui sauve. Il fait un arrêt monstrueux sur sa ligne qui a été encensé par Luis Enrique peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu trop, il a peut-être fait un peu trop. Mais bon, voilà quoi. Johan Métania. Vous allez me faire tous les milieux de merde des 15 dernières années, c'est ça? Vous allez me dire quoi? Arnaud Mbemba? Vous allez me dire quoi? Teddy Bertin? euh, Morgan Schneiderlin? Oui, allez, c'est parti. Allez, dans le chat, on slash. Puis il va falloir slasher, hein. Parce que le prochain match au programme, vous savez ce que c'est, hein. C'est quoi? C'est quoi? Voilà. Tintin, au CROL. Horrible. Horrible. Horrible, vous allez au Auxerre. Vous allez au Auxerre en novembre. Il fait 3 degrés. Il y a de la pluie, mais de la pluie avec du vent. De la pluie qui fait mal au visage. Vous allez à Auxerre. Auxerre qui est dernier du championnat. Qui n'a pas gagné depuis Mathusalem. Que peut-il se passer de mal? Bah, un 0-0, évidemment. L'OL qui arrive au coup d'envoi de cette rencontre, il manque Fofana, Nuama, Kluivert, Mangala, Morton, Tagliafico, Attebourg et Ghezal. Même si Ghezal ça compte pas, mais Ghezal. Waouh! Déjà pas mal d'aligner une équipe, hein. Donc tu te retrouves avec Satriano devant, tu te retrouves avec Tessman titulaire, tu te retrouves avec une défense qui est fatiguée, puisque Maitland ils étaient censés être malades. Et en face, tu as l'AG Auxerre au fond du trou, à qui il manque Siwe, Sierralta, Senaya, Owusu et Koulibaly. Bah dis donc, ça en fait des éclopés, hein.
Qu'est-ce que ça peut donner comme match, à votre avis, entre deux équipes comme ça? Gagner. Un beau match de merde, bien sûr, un énorme match de merde. Un match de merde qui commence par un but refusé pour la Auxerre. Alors les Auxerrois vont vous dire qu'il n'y avait pas faute, alors que bon, on voit très bien que Sekoumara vient charger dans le dos de Mata sans jamais regarder le ballon. Donc le but est évidemment refusé et c'est normal qu'il soit refusé, hein, c'est pas du catch ici. Voilà, enfin, on a râlé parce que la faute n'avait pas été sifflée sur Tessman sur le but de qu'amène Vitinha contre le Paris Saint-Germain. C'est quand même normal de siffler des trucs comme ça. Satriano est moins faire que Mopé. Ah oui, non mais Satriano il est nul, hein, on va en parler après. Ensuite on a un penalty. C'est un peu léger, mais il y a penalty. Il n'est pas obligé de faire des gestes de la main comme ça, Niakate. Penalty raté par Senayoko qui va vraiment pas bien. Senayoko, il est au fond du trou. Après, il est raté, mais il est bien tiré. C'est vraiment un très bel arrêt de Dominique Greif. Et puis, bon, bah voilà, à la mi-temps, qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'était nul. Et alors, la seconde période, j'ai presque même pas envie d'en parler tellement c'était nul à chier, quoi. J'avais qu'une seule envie, c'était de faire autre chose de mon dimanche. En plus, c'était un match du dimanche à 15h. C'est douloureux les matchs du dimanche à 15h qui sont comme ça, hein. C'est dur, hein. Donc on a vu vraiment ce qu'on attendait des deux équipes sur ce match. Qu'est-ce que j'entends par là? On a une équipe de Auxerre qui a été fidèle à elle-même, c'est-à-dire une équipe qui a des vraies qualités, qui a des joueurs de qualité, mais qui est dans un trou de manque de confiance absolument terrible. Où dans cette équipe de Auxerre transpire l'équipe qui se chie dessus. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux touches de balle en trop. Les joueurs veulent trop assurer leur contrôle, trop assurer leur frappe, et du coup, bah, ils manquent de spontanéité, ils osent pas. Et derrière, quand tu as des opportunités de marquer, je crois que ça fait une éternité qu'ils n'ont pas marqué, ça doit faire 2 matchs et demi, 3 matchs, un truc comme ça, bah tu rates un péno, quoi. C'est symptomatique. Ils n'ont pas été moins bons que l'OL, hein. Franchement, je pense que même dans le jeu, ils ont été meilleurs. Ça fait 6 matchs que Auxerre n'a pas marqué. Enfin, vous imaginez, 6 matchs sans marquer, c'est rude, quoi. Et là, bah, vous avez un péno et ça rentre pas. C'est terrible quand même cette équipe de Auxerre parce que franchement, je pense que c'est une équipe qui mérite bien mieux dans le contenu. C'est souvent comme ça Auxerre. Ils font des très bonnes premières périodes, ils marquent pas et après ils ont peur et ça devient compliqué à gérer derrière. La deuxième période de l'OL est un tantinet meilleur, mais insuffisante. Et alors, bah, le problème là, c'est qu'on n'a pas de profondeur de banc vu qu'on a que des blessés. L'OL qui se retrouve à faire rentrer Hamdani. Hamdani qui est un joueur prometteur, mais qui a 16 piges. 16 piges. Enfin, vraiment, il n'y a plus rien dans le frigo du côté de l'OL. Il y a eu une petite poussée en fin de match où on s'est dit, ah tiens, l'Olympique Lyonnais est capable de jouer au foot. Mais c'est très très dur, hein, en tout cas, à suivre. Et c'est très très dur pour revenir sur l'OL. Maintenant qu'on a parlé un peu d'Auxerre, je suis un peu triste pour Auxerre parce que c'est un club que j'aime vraiment bien. Moi, j'ai de la famille qui est originaire du coin et ça m'en fait de la peine de voir cette équipe de Auxerre autant à la rue. Mais alors, ça me fait tellement de peine de voir cette équipe de l'OL. Parce que la vérité, bah, c'est que c'est normal de voir l'OL aussi faible. Quand vous regardez l'équipe de l'OL sur le terrain, il y a des blessés. Évidemment que c'est pas facile d'aligner une équipe compétitive avec autant de blessés et de suspendus. Vous n'avez pas Tyler Morton, vous n'avez pas Tagliafico, vous n'avez pas Fofana, vous n'avez pas Nuama, c'est dur. Mais quand on voit la ligne d'attaque de l'OL sur ce match, j'ai de la peine. Enfin, je suis désolé. Afonso Moreira fait des bons matchs. Ça reste Afonso Moreira. C'est un mec qui jouait en réserve du Sporting l'an dernier. Karabek, c'est gentil Karabek. C'est un joueur gentil. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un joueur qui a 11 partout dans FM. Et alors Martin Satriano, très honnêtement, il n'a pas le niveau Ligue 2, je pense. C'est problématique d'avoir pris Martin Satriano parce que c'est même pas un fond de tiroir là. Martin Satriano, le 31 août, c'est vraiment le poireau en décomposition au fond du bac à légumes qu'on a oublié depuis 3 mois, quoi. C'est calamiteux, Satriano. Il n'a pas le niveau. Honnêtement, quand vous regardez la ligne d'attaque de l'OL au coup d'envoi, si vous me dites c'est la ligne d'attaque de l'en avant Guingamp, je suis pas choqué. Si en début de saison, vous me dites Martin Satriano, il est prêté à Montpellier, je suis pas choqué. Vous me dites il est prêté à Saint-Etienne, je suis pas choqué. Et il y a un mec qui m'a répondu sur Twitter, il m'a dit je pense que l'attaque de Saint-Etienne est meilleure que la vôtre. Bah, je crois qu'il a raison. Je crois que David-Ashvili et Stassin, c'est meilleur que l'OL. Et c'est quand même problématique parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la ligne d'attaque qui est alignée par l'OL, alors oui, Fofana est absent, je pense sincèrement que c'est bottom 3 de la Ligue 1. Je vois pas 3 clubs en Ligue 1 qui ont des lignes d'attaque inférieures à celles de l'OL. Il y a peut-être Le Havre sur le papier, il y a peut-être Metz sur le papier, mais je pense que tous les autres, c'est meilleur. Et j'inclus Lorient. Je pense que Lorient, c'est kiff-kiff. Je pense que Sambo Soumano, Pablo Pagis et Karim Derman, aujourd'hui, c'est meilleur que Moreira, Karabek et Satriano.
Et ça, c'est problématique parce que quand on se projette un petit peu sur l'avenir, on sait que l'OL cet été va devoir vendre. Donc cet été, on va probablement dire au revoir à Fofana. Et si on dit au revoir à Fofana, c'est pas sûr que l'OL puisse se renforcer. Et aujourd'hui, quand vous regardez, parfois, vous regardez les compos de l'an dernier. Les compos de l'an dernier. L'an dernier, c'était déjà dur. Mais l'an dernier, sur le terrain, vous aviez Cherki, vous aviez Almada, vous aviez Lacazette, vous aviez Mikotadze. Vous aviez des joueurs de foot, quoi. Et là, en fait, moi, je suis inquiet. Je me dis, est-ce que là, l'an prochain, on va pas jouer le maintien, en fait? Est-ce que le pouvoir de l'amitié qui nous a donné 15 points en début de saison, si on l'a pas l'an prochain, on se retrouve pas à jouer le maintien? Ce sera qui nos joueurs clutch l'an prochain? Ce sera qui nos joueurs clés? Parce que Corentin Tolisso, il n'est pas éternel. Moussa Niakhaté, il a une valeur marchande aujourd'hui. Ça va être compliqué. On va vendre Fofana et probablement Morton parce qu'on a besoin de sous. Alors, il y a deux solutions. Soit on réussit à faire comme Lens et à faire des bons recrutements pour pas cher, c'est possible. Soit on continue à recruter des pitres, hein, et à mettre des 4 millions sur Kluivert, à mettre des 10 millions sur Schultz. J'aime bien Pavel Schultz. Hein. Je désamorce ce que vous dites, je suis dur avec Pavel Schultz. Mais Pavel Schultz, c'est pas un bon recrutement par rapport à l'argent investi. Donc, c'est problématique à mon sens. Parce que si on se projette, bah, l'OL est peut-être en danger dans les années à suivre. Bordeaux, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Ça s'est fait sur un temps long. Ça s'est fait avec un déclassement. Puis il y a eu une année de trop où il n'y avait plus aucun bon joueur, il n'y avait que des joueurs nuls. Et pouf, la Ligue 2. Donc attention quand même. Hein. Attention, hein, 4 millions Thauvin versus les 8 de Schultz. C'était 6 Thauvin, je crois. Mais ça change pas le problème. C'est à peu près le même problème. Mais, euh, mais voilà. Ouais, non, mais encore. Ouais, c'est bon, j'ai ma dose. J'ai ma dose, c'est bon, à bientôt. Bon, le frérot qui défend Greenwood et qui nous dit de recruter Ben Yedder, bon là c'est bon. Ça va, c'est bon. On a compris le discours. Bref. Est-ce qu'on peut parler qu'on a payé Abner 8 millions? Ouais, c'est pareil. Abner 8 millions. Quand vous voyez que Mathieu Hudol a coûté 3 millions à Lens, évidemment, tout n'est pas comparable, je suis d'accord. Mathieu Hudol, 3 millions à Lens. Hein. Voilà. Il y a des choix sportifs pires côté Girondin sur toute la période. Oui, bah bien sûr, il n'y a rien à sauver côté Girondin, on est d'accord. Mais attention parce que le chemin, il va vite. Hein. La dégringolade, elle va vite. L'an dernier, on avait 5 joueurs de top 3 du championnat sur le papier. On a mis Kotadze, Lacazette, Cherki, Almada, Tagliafico. On n'a plus grand-chose là. Hein. 90% du prix, c'est parce qu'il est brésilien. Non, mais il y a des magouilles avec le Betis. Abner, il y a forcément des magouilles avec le Betis. C'est sûr. C'est sûr. Un club anglais veut pas nous lâcher 50 millions pour Morton. Mais en vrai, Morton, le problème de l'OL, c'est que vous pouvez faire des ventes à 80 millions cet été, ça fera pas de l'OL un club qui va bien financièrement. C'est comme cet été, je veux dire, on a vendu comme des sagouins, et pourtant ça suffit pas. C'est-à-dire, vous pouvez vendre Fofana 40 et Morton 45, qu'il faudra quand même continuer à vendre. 80 millions cet été, ça suffira à peine à rembourser le prêt de Michel Kang avec des intérêts délirants. Hein, je vous rappelle quand même, c'est quand même important de le rappeler, Michel Kang, elle n'a pas donné son argent, elle l'a prêté avec des intérêts. C'est pas rien. Et donc si vous vendez cet été, vous n'allez pas recruter pour 40 millions. Vous vendez pour 80, vous allez recruter pour 20-25, max. Voilà, on a oublié Perry, on a oublié Matic, etc. etc. Donc, non mais Tricus, vous êtes chiant. J'ai pas envie de Ben Yedder à l'OL. C'est un agresseur. Et puis accessoirement, il a pas joué depuis un demi-milliard d'années. Ça suffit d'arrêter de jouer aux abrutis là. Maintenant, on va ban à vue. Hein. On va ban à vue, c'est bon. Et puis on a qu'à reprendre Jérôme Boateng qui s'entraîne avec le Bayern. Bah oui, allons-y. Bref, stop. Maintenant, c'est ban à vue sur les conneries comme ça, j'en ai marre. Pour revenir sur le match, on n'a pas parlé, mais l'arbitrage. Monsieur Léonard déteste le football. Hein. Il déteste le football. Ça fait partie. Après, on savait que Thomas Léonard était nul. Hein. Ça fait partie des arbitres que je déteste. Moi. Les mecs qui sifflent tout, là. Mais alors, l'arbitrage Ligue 1, Liguinesque. Vous voyez ce que je veux dire? L'arbitrage où je siffle tout. Vous avez Matondo qui gêne son gardien, je siffle. Vous avez des micro-fautes où on peut laisser l'avantage, je siffle. Non, il fait partie de cette caste d'arbitres de merde. Les arbitres de merde qui sifflent tout. Enfin, je suis désolé, mais le moment où il siffle une faute dans la surface parce qu'un joueur auxerrois a gêné son propre gardien, c'est grave. C'est très grave. Voilà, le méga tac sur Karabek aussi, le genou explosé de Dominique Graef sur Matondo, là. On est fatigué de l'arbitrage en Ligue 1. Mais pas que Lyon, hein. Je veux dire, le but qui a été accordé à Lorient contre Nantes, c'est une fumisterie aussi. On est fatigué, quoi. Voilà, le rapport, c'est de faire croire qu'elle sauve l'OL alors qu'elle fait du bis dessus, ni plus ni rien. Oui, tout à fait.
Attention à pas prendre Michel Kang pour une bienfaitrice, c'est pas Frank McCourt. Michel Kang, elle investit de l'argent avec des intérêts. Donc on verra ce qu'elle en fait, hein. Ça se trouve, elle va capitaliser son prêt et elle va prendre des parts encore plus dans le club. Attention, au moment où je vous parle, Michel Kang, elle veut récupérer son pognon, hein. Voilà. Non, mais je suis inquiet par le niveau de cette OL et par certains choix, notamment la mise en avant perpétuelle de Mathis de Carvalho. Je ne comprends pas. Je suis le premier à encenser les jeunes du club et à comprendre qu'on lance des jeunes qui méritent. Amdani, je pense que s'il est là, c'est par hasard. Mais Mathis de Carvalho, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai du mal à voir les qualités du joueur. Je trouve que dans l'impact physique et l'activité physique, ça va pas du tout. J'aime pas l'attitude sur le terrain de Mathis de Carvalho et je comprends pas le temps de jeu de Mathis de Carvalho qui rentre en jeu 20 minutes par-ci par-là, mais il a quand même beaucoup de titularisation cette saison. J'ai du mal à comprendre. Il fait pas une entrée kata. Il fait pas une entrée kata, mais il y a des ballons où tu te dis, mais frère, t'es rentré depuis 10 minutes, cours, cours. Il n'y a pas d'intensité dans Carvalho. Enfin, je préférais Diawara à ce moment-là. Le retour de Mangala devrait faire du bien. Non, mais le problème, l'OL, là, il faut attendre la fin de l'année civile et prier. Il faut attendre et prier pour que Mangala revienne à un niveau potable, prier pour que Nuama revienne à un niveau potable, prier pour que Fofana revienne assez vite, prier pour Henrik. Voilà, peut-être que ça va se décanter en décembre. Et si tu te retrouves à la rentrée avec un effectif qui a pas trop de blessures, Hendrik en prêt, Mangala qui revient bien et Tagliafico qui revient à un niveau physique tolérable, à ce moment-là, tu peux espérer quelque chose. Mais, mais là, ça va être dur jusqu'à la fin de l'année, hein. Il va rester une poignée de matchs, ça va être très très dur. Ça va être très dur, hein. Heureusement, on a peut-être quelques matchs de Coupe d'Europe pour se rassurer un petit peu. On va aller jouer contre. C'est contre qui là qu'on joue? Contre le Maccabi. Et après, on joue contre Go Ahead Eagles, si je dis pas de bêtises. Bon, tu dois pouvoir gagner là-dessus, hein. Voilà. Petite parenthèse, équipe de France, t'en penses quoi des débuts de Cherki et du battage médiatique de certains qui le critiquent déjà? Oui, bon, on est habitué, hein. Voilà, on est habitué, ça. On est habitué aux consultants qui détestent le football. Cherki, il n'est pas affreux, il est comme il est, c'est-à-dire que c'est un joueur qui prend des risques, qui crée des différences et qui donc a du déchet et a une attitude visuelle sur le terrain qui peut parfois être agaçante. Mais comme il se fait défoncer par les tocards habituels, les Domenech et compagnie. Voilà, au secours. Tu penses que Hendrik, si Lyon se glisse au classement en décembre, voudra toujours venir? Bah oui, parce que c'est bon pour Hendrik. Hendrik, il veut juste du temps de jeu pour aller au mondial et du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais avec la Coupe d'Europe en étant titulaire à tous les matchs. C'est bon pour lui. Donc il s'en fout. Le Real Madrid veut le prêter dans un club qui joue l'Europe pour le valoriser, pour qu'il puisse prendre de l'expérience, etc., etc. Je vois pas une meilleure solution pour Hendrik que de venir à l'OL où il sera titulaire indiscutable et ce sera la star de l'équipe. Tu penses qu'Hendrik s'est fait à combien de pourcents? Aucune idée. De toute façon, Hendrik, ça peut être fait à 99%. Il suffit qu'il y ait Rodrigo ou Vinicius qui se blesse dans 2 semaines et c'est fini. Donc il n'y a pas de pourcent. Le Real Madrid ne le prêtera que s'il n'y a aucune blessure jusqu'au début, voire même la fin du mercato. Il aura tous les ballons, donc t'inquiète, ça lui ira. Oui, non, mais si Hendrik vient, évidemment qu'il sera titulaire indiscutable. Aujourd'hui, c'est Satriano, son concurrent. Suffit que Chabi saute, ça peut être foutu. Voilà, donc pour l'instant, ne vous emballez pas trop sur Hendrik, ça peut tomber à l'eau très, 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 très vite. Très vite. On a tout dit hein, sur ce match de l'OL. J'ai noté la vraie place de l'OL, c'est probablement 9ème. On a eu un début de saison en trompe-l'œil, on le savait, hein. On était très content de jouer la première place, mais on savait très bien que c'était bien trop fébrile pour durer, surtout dans cette configuration-là, surtout avec les blessures. Peut-être qu'on peut avoir un miracle à la rentrée si Nuama revient bien, etc., etc. Par rapport à Molébé et Gomez Rodriguez, on a vu Molébé, on a vu que l'entrée était insuffisante. Gomez Rodriguez, je pense sincèrement qu'il n'est pas au niveau pour l'instant. Maintenant, effectivement, c'est sûr que c'est un peu frustrant quand vous voyez Satriano, quoi. C'est dur de se dire que les jeunes sont moins bons que Satriano, mais peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est le cas. Maintenant, on le savait, hein. On le savait que cette absence de neuf, elle allait coûter très très cher. Et on voit qu'elle coûte très très cher. Combien de points on perd parce qu'on n'a pas de neuf? Mais même, enfin, je suis désolé. Mercato, pas mercato, DNCG, pas DNCG, on ne peut pas se satisfaire de ce que monte l'OL sur le mercato. Aujourd'hui, vous avez une ligne d'attaque. C'est un miracle pour ces 3 joueurs de disputer une Coupe d'Europe. Un mec comme Satriano, il doit jouer en Ligue 2. Un mec comme Karabek, il doit jouer en bas de tableau de Ligue 1.
Un mec comme Moreira, il est bon, hein, je critique pas Moreira, mais je dis que même pour un joueur comme lui qui avait jamais connu le très haut niveau, se retrouver à l'OL, c'est un miracle. On a 3 joueurs, c'est make a wish, quoi. Donc Moreira, c'est la chance de sa vie, il l'a saisi dignement, bravo à lui. Mais Karabekh, moi je le sens tétanisé. C'est pas possible pour un ailier de faire aussi peu de différence balle au pied. Il a le ballon, hein, il fait pas n'importe quoi avec le ballon, c'est pas Ghezal, hein, mais c'est très rare qu'il bonifie un ballon. Il fait des centres, il a une bonne patte gauche, il a une qualité. Alors parfois ça suffit, hein. S'il y avait un bon attaquant devant, peut-être que Karabekh il ferait 2 passes D par match, hein. On sait pas. Mais c'est trop petit. C'est pas un dribbleur de fou, c'est pas un mec qui va très vite, c'est pas un frappeur de but. Enfin, Karabekh c'est limité, on le sait. Mais moi je lui en veux pas, il était venu pour faire le nombre. Karabekh il est venu pour être remplaçant. Donc difficile de lui en vouloir, quoi. Espérons que Myanmar revienne à 100%. Ouais, après 9 mois d'absence, c'est dur, hein, surtout pour un joueur qui base autant son jeu sur la vivacité. Après Ghezal, vous allez rappeler Balouli. Je pense que Balouli lui reste plus de football que Ghezal, très honnêtement, hein. Karabekh to Ajorc, I want to believe. Ah bah c'est sûr que si tu mets un mec comme ça, je pense que Karabekh il se régale, hein, avec un Ajorc devant. Ajorc c'est un mec qu'il faudrait à l'OL, hein. Il mettrait 15 buts, sans forcer. Bah tiens, en parlant d'Ajorc, on va parler de Brest-Metz. Le match le plus intéressant de ce multiplex, pas foncièrement intéressant dans l'absolu. Brest qui se présentait avec un bilan de 6 matchs sans victoire, face à un FC Metz qui lui restait sur 3 victoires d'affilée. Ouh, tout arrive dans la vie. Et bah ça n'a pas duré. Brest avec un seul absent, c'était Loco. Avec une titularisation de Pathé Mboup côté gauche plutôt que Labo Lascari qui a été conservé en sortie de banc. Et ça a fonctionné puisqu'à la 2e minute, il y a une longue ouverture de Chardonnay pour Pathé Mboup qui vient finir avec un petit pointard, là, 1-0 pour Brest. Mais Brest fébrile en défense, 6e minute, donc 4 minutes plus tard. La même action quasiment, sauf que ça part du côté gauche avec Titaïchvili qui est lancé par Yekbe, il me semble. Pareil, finition entre les jambes de Couder. On arrive à la mi-temps avec une grosse domination brestoise, mais qui a toujours beaucoup de mal à marquer, beaucoup de mal à marquer du côté de Brest. Un Ludovic Ajorc qui a toutes les peines du monde à mettre son compteur but en route. Il est qu'à 2 buts pour l'instant, Ludovic Ajorc, c'est très très insuffisant. Heureusement pour Brest, Kamori Doumbia, enfin, lui aussi qui était dans le dur, mais le 2-1 à la 48e minute. Après une suite de têtes, il y a un CPA lointain, tête, but. Bon, pas le but du siècle, mais on prend. Mais bon, Brest, franchement, Brest, je pense sincèrement, cette année, que c'est l'équipe la plus malchanceuse de Ligue 1. Là, ils se prennent un centre contré, vraiment un centre de Sabali contré qui finit au fond des filets. Et tu te dis, mais c'est pas possible, Brest. Ils surdominent le match. Metz, ils ont genre 2 tirs dans le match et ils vont faire de 2, quoi. Et ils vont faire de 2. Ensuite, on a un penalty. Del Castillo qui s'élance. Penalty à la 95e. On se dit, ah, ça y est, ça va tourner. Ça va enfin tourner pour Brest. Penalty à la 95e. Que peut-il mal se passer? Bah, il rate le péno. Il rate le péno. Et là, miracle, pour une raison qu'on n'explique pas, le penalty le plus débile depuis le début de la saison. Il y a un ballon totalement anodin côté gauche de la surface et vous avez Alpha Touré qui prend Touzard et qui le balance. Alors que Touzard a même pas le ballon, hein. Même pas le ballon. On est à la 100e minute. 100e minute de jeu, quoi. Et Brest va aller s'imposer avec un penalty qui cette fois est marqué par Romain Del Castillo et arracher une victoire. Mais putain, ça leur fait du bien cette victoire. Après 6 matchs sans victoire, il était vraiment nécessaire pour Brest de remettre la tête à l'endroit, quoi. C'est une équipe qui mérite mieux que ça, mais qui était au fond du trou, quoi. Au fond du trou. Et là, c'est un vrai bon match. Il y a eu d'autres vrais bons matchs de Brest où ils n'ont pas gagné. Là, c'est un vrai bon match. Et pour le coup, Metz, bah, la lune de miel est terminée. Mauvais match de Brest qui aurait pu s'en sortir miraculeusement, hein, parce que franchement, les 2 buts, c'est des miracles. Le premier but, il est mérité parce que bon, bah, c'est une très belle ouverture. Mais ils n'ont pas été bons sur tout le match. Et donc, retour dans la zone rouge du côté de Brest, du côté de Metz, pardon. Et Brest qui se donne un petit peu d'air. Je crois qu'ils vont jouer Strasbourg après, donc ça va pas être simple non plus. Mais ouais, Alpha Touré, parce que vraiment c'est le truc clé, c'est Alpha Touré. C'est pas possible de faire un geste comme ça. C'est pas possible de concéder un penalty aussi bêtement, quoi. Metz, on a bien cru à un moment donné que le divertissement était terminé, mais non, voilà, il en fallait un. Mais bon, il y a quand même de la ressource, hein, parce qu'il y a eu une époque où Metz, mettre un but, c'était déjà un miracle. Là, ils ont quand même failli arracher un match nul miraculeux. C'est pas que je suis pas inquiet pour Metz, parce que l'équipe, elle reste quand même vachement limitée, mais je suis quand même très content pour Brest. Je suis très content pour Brest, parce que il aurait reçu une cagette de souffleur, parce que Denis Le Saint est le leader national de distribution de légumes, on rappelle. Non, je suis content pour Brest, c'est une équipe qui allait pas bien, et c'est une équipe attachante, dont l'effectif mérite mieux que ça, quand même. Mérite un peu mieux que ça. Des artichauts, plutôt, ouais.
Les artichauts. On va passer aux 2 matchs. On va passer rapidement quand même sur ces matchs-là qui étaient pas passionnants. Nantes-Lorient, Nantes avec le retour de Le Penant et Lopez. Le Penant sur le banc, Lopez dans le 11. Un match à l'image des 2 équipes, c'est-à-dire 2 équipes qui vont pas très bien. Lorient qui a toujours pas gagné à 11 contre 11, qui n'aura toujours pas gagné à 11 contre 11. Et Nantes qui a toutes les peines du monde à être intéressant offensivement. Il y a eu un Mathis Sabline qui était vraiment très très faible. Mais alors là, on a la décision arbitrale la plus débile du week-end, très honnêtement. Pour remettre un peu de contexte, on est juste avant la mi-temps. Vous avez un centre côté lorientais pour Derman qui est hors jeu et Awaziem qui se jette sur le centre et qui concède le CSC. Sauf que l'arbitre va aller voir la VAR. Alors déjà, il y a une grosse faute sur Ablin au début de l'action. Mais bon, on va pas la revoir, la faute. Voilà. Elle a jamais existé. Ablin, on le voit, hein, qu'il est marqué au visage. Il a pris une mandale dans la gueule. Mais il n'y a pas faute. Mais donc, Monsieur Buquet, la légende, qui décide que du coup, il y a bien hors-jeu. Mais ça compte pas. Alors, mon avis là-dessus, c'est que c'est un arbitrage de personne qui comprend pas le foot, en fait. C'est pas possible. Parce que jamais Awaziem se jette s'il n'y a pas le mec derrière. D'ailleurs, on le voit au début de l'action, il prend l'information de Derman derrière lui et il se jette parce qu'il y a Derman. Et enfin, si Derman n'est pas hors jeu, si Derman n'est pas dans son dos, il est devant lui, il se jette pas. Donc le but n'a pas lieu d'être. Je veux dire, il y a des buts qui sont annulés sur des frappes de loin où le gardien est battu, mais il y a un mec qui est vaguement sur la trajectoire hors jeu et on dit il n'y a pas but, il est sur la trajectoire. Et là, vous me dites que la présence de Derman hors jeu n'impacte pas le CSC ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, je comprends pas comment on peut accepter ce but-là. Oui, le règlement... Nanana. Alors, on nous répète H24 que l'interprétation de l'arbitre, c'est lui qui décide. La zone grise, mes couilles. Et là, on décide que le hors-jeu n'impacte pas l'action. Bon, écoutez, alors, ok. À ce moment-là, tout est possible, quoi. Je savais pas que ça sifflait ça, mais je suis d'accord, c'est à siffler. Je sais pas si le règlement me dit que c'est sifflable, pas sifflable, j'en sais rien. Je trouve qu'en termes de logique footballistique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lopez se jette aussi sur l'attaquant. Ça n'a pas, pour moi, ça n'a aucun sens de valider ce but-là. Donc Nantes qui se retrouve menée, avec un Castro qui est quand même en grande difficulté, et je pense sincèrement que s'il avait perdu, même si soi-disant il n'était pas en danger, je pense qu'en cas de défaite, il allait sauter, et qu'il va arracher l'égalisation comme un symbole par Awaziem dans la 94e minute. Ça fait 1 point pour Nantes, c'est pas suffisant. Globalement, c'est pas suffisant dans le contenu, c'était vraiment, vraiment la grosse purge du week-end. On pense que Auxerre-Lyon, c'était nul, mais alors vraiment, en Nantes-Lorient, c'était vraiment affreux. Ablin a été hyper moyen, même s'il touche la barre aussi. C'est la 4e fois que j'ai noté la stat, 4e fois que Mathis Ablin touche la barre cette saison, touche la barre ou le poteau. Et c'est inquiétant, Nantes. C'est quand même inquiétant parce que offensivement, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe, alors qu'il devrait y avoir des choses offensivement. On est quand même sur quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Et j'ai vu des stats sur Twitter, notamment sur les stats de points par match, de buts, etc., des derniers coachs nantais. Et on se rappelle quand même que Valdemar Kita, c'est pareil, a viré Pierre Aristouille, sans raison. Et c'est lui qui a le meilleur bilan des dernières années. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelques regrets à avoir de l'avoir viré pour des raisons plus ou moins personnelles ? D'avoir viré Pierre Aristouille, qui était le seul coach à réussir à faire quelque chose avec cet effectif de Nantes. Ça ressemblait à quelque chose, et hop là, par la fenêtre. Bon, la déclaration de l'entraîneur nantais est lunaire, j'ai pas vu la décla. C'est niveau Ligue 2, Nantes, surtout au niveau offensif. Je suis pas d'accord. Tu peux pas dire que c'est niveau Ligue 2. Oui, Guirassy, c'est très limité. Mais Lado, Ablin, Mostafa Mohamed, c'est pas niveau Ligue 2. Bien sûr que non. Vous avez des équipes qui sont vraiment niveau Ligue 2. C'est bien meilleur que l'Olympique Lyonnais. C'est bien meilleur que le FC Metz. C'est meilleur que le Havre. Il a expliqué que Nantes n'était pas respecté. Oui, après Castro, il pète des boulons aussi régulièrement. Nantes, c'est vraiment l'équipe midas par excellence depuis plusieurs années, l'impression. Ouais, mais c'est mid, mais ça devrait être 12-13e minimum. Ça devrait pas jouer le maintien, Nantes. Vous avez déjà vu une équipe de Ligue 2 pour dire ça. Alors, Ligue 2, on parle de haut de Ligue 2. Si on compare à Montpellier, à Saint-Etienne et Guingamp, évidemment qu'on compare pas au club qui joue le maintien, quoi. Ils ont un effectif qui est pas si scandaleux, le FC Nantes. Je suis désolé. C'est un effectif qui est pas scandaleux. Amiens, c'est pas dégueulasse. Lopez, c'est un bon gardien pour la Ligue 1. Le Penant, Mwanga, c'est des bons joueurs sur le papier. Ablin, c'est un super joueur sur le papier. Lado, c'est pas si nul, même s'il est tout le temps blessé. Mostafa Mohamed, c'est un joueur que je déteste, mais qui est pas mauvais non plus. Voilà.
C'est pas une équipe qui doit jouer dans cette catégorie-là. C'est pas normal que Nantes joue dans cette catégorie-là. Et Lorient, bon, pas grand-chose à dire sur Lorient, quoi. Lorient, c'est très limité. Franchement, la prestation des Lorientais contre Nantes, là, oh, il y a rien, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose. C'est... Mais, ouais, Lorient, toujours pas de victoire 11 contre 11, hein, quand même. Pourquoi t'aimes pas Mostafa Mohamed? Je sais à quoi tu joues, Trécuse, et je joue pas avec toi. Vraiment, Lorient, je vois pas comment ça se maintient aujourd'hui. Lorient, c'est l'équipe qui va se maintenir sans le vouloir. Je sais pas, hein. Pour l'instant, les points qu'a marqué Lorient, c'est des malentendus, hein. Alors, bravo à eux, ils ont fait match nul contre le PSG. On n'a toujours pas compris comment. Après, ils ont gagné à 9 contre 11 contre Rennes. Ils ont gagné à 11 contre 10 contre je sais plus qui. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs où je me suis dit ah, Lorient, c'est pas mal. Bref, TFC Angers, un match sur lequel, pareil, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que le TFC a croqué un match, hein, tout simplement. Kofi a été énorme. Et ils se font surprendre au quart d'heure de jeu sur une frappe déviée qui finit sous la barre de Guillaume Rest. Est-ce que Guillaume Rest est fautif? C'est dur de l'accuser quand même. Mais un coup de chatte de la part de Angers. Et après, le TFC a pilonné le but de Angers sans jamais trouver la faille. On a un Emerson qui a raté des trucs à bout portant, qui a tout mis sur la barre. Il y a eu 3 poteaux touchés de la part de Toulouse. C'est vraiment 3 points de perdus bêtement pour Toulouse. Ils ont été moyens, mauvais. Et Angers a bien bétonné. Voilà. C'est le miracle permanent, il reste en Ligue 1. Alors oui, non, c'est pas un miracle permanent, parce que franchement, ce que fait Alexandre Dujeu, alors qu'il a quand même une belle équipe de merde, c'est pas si mal. Mais le TFC, je crois qu'ils ont 26 tirs sur le match. 26 tirs. Alors que Angers en a 6, un truc comme ça. Mais Angers, c'est pas mal niveau comptable au vu de l'effectif. C'est cohérent, Angers. C'est cohérent, ça fait le taf, ça a des forces là où ça doit avoir des forces. Vous avez un joueur qui est très frustrant, qui souffle le chaud et le froid, mais qui fait quand même un bien fou, c'est Amis Bay. Où à chaque fois qu'il a le ballon, tu te dis, il peut se passer un truc. C'est sérieux. Et le TFC, un peu le Crystal Palace français, c'est-à-dire tu sais qu'ils vont faire 11, 10, 9, pas plus, pas moins. Et quand tu commences à t'enthousiasmer, tu te dis, ah bah non. Puis quand tu commences à t'inquiéter, tu te dis, oh bah ça va en fait. C'est vraiment un encéphalogramme plat d'être supporter du TFC, sauf que ça gagne la Coupe de France, comme ça, sans prévenir, quoi. Ça fait un mois que j'ai pas vu de but en Ligue 1. Tu m'étonnes. Angers, pour un mercato qui a coûté moins cher qu'un Happy Meal, c'est pas mal. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal, Angers. Pour une équipe qui a vraiment pas de sous, qui a tellement pas de sous qu'ils ont pas pu enregistrer la bola qui arrive, c'est ok. Mais Angers, équipe chiante. Équipe qui fait son taf. Avec des joueurs qui sont pas mauvais, hein. Abdelli, Belkidim, Sbaï, c'est des joueurs intéressants. Même Mouton, c'est pas si nul que ça. Je pense même que ça va se maintenir. Parce que ça gagne les matchs qu'il faut gagner, le Angers. C'est une vraie équipe de maintien. C'est-à-dire que quand ils sont contre des adversaires directs, ça gagne. Ou ça fait match nul. C'est le taf, hein, ça fait le taf. Toulouse, ils ont gagné le titre dans ce siècle, leur job is done. Angers, on verra quand même si Kofi est blessé en même forme. Oui, c'est vrai que je sais pas combien de points ils doivent à Kofi. Angers, c'est une folie. Je pense sincèrement que Kofi, je sais pas combien de fois on l'a mis dans l'équipe type, mais il y a peut-être 4 ou 5 matchs où c'est lui qui sauve le match. Il y a même des matchs où ils perdent, où c'est lui qui sauve le match et qui leur empêche d'en prendre 4. Là, encore une fois, c'est un match qui est sauvé par Hervé Kofi. D'ailleurs, il est dans l'équipe type, c'est pas pour rien. Le début de saison d'Hervé Kofi, je pense que c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Hervé Kofi, depuis le début de la saison. Sheriff et Peter, 2 petits centres qui portent aussi l'attaque. Ouais, Sheriff, il y a quelque chose. Sheriff, il y a un côté Lukaku que je trouve fou pour un mec de son âge. Mais pareil, calma, c'est comme Robinho Vaz, laissons-lui du temps. Mais Sidiki Sheriff, il a beaucoup de qualité du footballeur moderne, hein, je trouve, quand même. Donc voilà, 3 montants pour Toulouse, j'ai noté. Et j'ai aussi noté un match énorme, comme d'habitude, de Charlie Cresswell, qui est vraiment un joueur que j'adore. Deuxième mi-temps un peu moins bonne, mais Charlie Cresswell, il fait tout dans cette équipe de Toulouse. Il vient dans la surface, il met des barres transversales, il rattrape toutes les conneries, il est puissant. Charlie Cresswell, le club qui va récupérer Charlie Cresswell, il va être très content de le récupérer quand même. Je sais pas qui va aller mettre 20-25 millions dessus, parce que pour moi, ça vaut déjà plus. Mais alors, quelle recrute Charlie Cresswell, hein. C'est 4 millions, je crois, Charlie Cresswell. C'est le prix de Ruben Kluivert. Hein. Bravo à Toulouse. Hein, parce que Toulouse, c'est pareil, ça se fait décimer à chaque mercato. Là, en plein été, ils perdent Camvo à 28 millions. Pour récupérer Nicolas Hyssen derrière, t'as pas gagné au change avec Nicolas Hyssen. Hein.
Cet été, ça va encore probablement perdre des mecs comme Go ou comme Cresswell. Ça taffe de façon correcte, hein, le TFC par rapport aux moyens. Cresswell, 3 buts, meilleur que Satriano. Il est trop fort, Cresswell. C'est un joueur que j'adorerais avoir à l'OL, Cresswell. Donc bref. Bon, on a tout dit, hein, sur ce match entre le TFC et Angers, c'est pas non plus le match du siècle. Et on va terminer par un match où il y a eu beaucoup de buts, mais un match finalement un peu en trompe-l'œil au niveau du score, parce que Lille a quand même outrageusement dominé cette rencontre. Il y avait un choix en début de match qui était de mettre Igaman associé à Giroud, donc quand même deux Panzers devant. Et ça a marché, hein, pour Bruno Genesio, même si c'est le Paris FC qui ouvre le score avec une frappe de Marchetti qui tape le poteau, mais avec Jebels qui suit. À 0-1, on se dit, oula, ça sent du cul pour le LOSC. Mais en vrai, le LOSC a déroulé derrière. Ils ont été bien, bien supérieurs au Paris FC, notamment grâce à la défense du Paris FC qui a quand même mangé son caca pendant tout le match. Égalisation avec un superbe 1-2 de Giroud avec Perrault. Très très beau but d'Olivier Giroud. Derrière à la mi-temps, on a une grosse domination lilloise, mais toujours le match nul. Et comme souvent avec le LOSC, ça s'est décanté en fin de match. Un penalty de Giroud après une faute de Marchetti sur Haraldsson. Une action qui est allée au bout, mais il y avait faute, donc l'arbitre est revenu à la faute. Un troisième but juste après avec Mandy sur corner. On a un petit frisson avec la réduction du score de Doucet, mais en vrai, ils n'ont jamais vraiment tremblé. Même quand ils sont revenus à 3-2, le Paris FC a jamais été vraiment en mesure de pousser suffisamment fort. Et un but un peu anecdotique sur un nouveau penalty de Marcus Bronholm. C'est pas Marcus son prénom, mais ça me fait rire de l'appeler Marcus. Qui lui revient d'entre les morts pour aller marquer son péno. 4-2 pour le LOSC, c'est une victoire méritée, hein. C'est une victoire méritée et un retour en grâce d'Olivier Giroud qui met un doublé avec un très très beau but sur le premier but de Lille. Vraiment, faut quand même reconnaître ça. La tentative, honnêtement, au début de match, j'étais pas convaincu. Je me suis dit, oula, Igaman Giroud, ne pas mettre Fernandez Pardo. J'étais pas super convaincu. Finalement, c'est Sahraoui qui a occupé l'aile gauche. Il a été très très bon, Sahraoui. Vraiment très très bon. Tous Gigi, tous Rourou. J'étais inquiet en début de match, mais force est de constater que le premier but de Lille, il le fait tout seul, quoi. Il le fait tout seul. C'est Sahraoui qui lui donne, il remet à Perrault qui lui remet. Le premier but est vraiment très très beau, hein. Après, bon, c'est un péno. Le troisième but, c'est Mandy qui vient mettre un but de renard sur un corner. Et le dernier but, c'est un penalty. Match tranquille de la part du LOSC. Ils se sont fait un peu peur quand même. Ils ne se sont pas facilité la tâche avec l'ouverture du score du Paris FC et surtout la réduction du score à 3-2 où tu te dis ouais, attention le caca culotte. Mais en vrai, mais voilà, c'est un beau penalty complètement existant à la fin. Je vous avoue que j'avais déjà quitté le match. J'ai pas vu le but du 4-2. Le 3-2, j'avais coupé avant le penalty. Mais non, mais le LOSC est à sa place. Ça va jouer le top 4. C'est normal, compte tenu de leur effectif, même si, encore une fois, le mercato du LOSC, il est quand même bon, hein. C'est une équipe qui a perdu des trop gros joueurs cet été. Ils ont perdu Angel Gomez, ils ont perdu Lucas Chevalier, ils ont perdu Bafodé Diakité, ils ont perdu Jonathan David, et ils les ont remplacés dignement quand même, hein. Ils les ont quand même bien remplacés. Donc merci Youfak pour l'abonnement. C'est le LOSC, je crois qu'ils sont quatrième. On va voir le classement. De toute façon, on a terminé, hein, le débrief. On va regarder vite fait le classement avant de passer à l'équipe type. Le classement après cette 13e journée, Lille est effectivement quatrième. Le Paris Saint-Germain, Marseille et Lens qui sont toujours dans le peloton de tête en 2 points. Après, on a un petit trou avec le peloton des poursuivants avec Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon et Monaco. Et derrière, on a le ventre mou qui s'étale de Nice jusqu'à tout le monde en fait, hein. Jusqu'au bout, on a cet énorme peloton entre Nice et Lorient. On a 6 points qui séparent la 9e place de la 16e. Metz qui du coup retombe dans la zone rouge à la 17e place, comme quoi ça va vite dans le football. Et Auxerre qui glane 1 point, mais ça ne suffit pas pour sortir de la dernière place. On a quand même un championnat qui est très serré pour le top 4, très serré en haut. On va avoir quand même pas mal de suspense sur cette première partie de saison, notamment pour le titre de champion d'automne qui est quand même pas encore donné. Le programme de la prochaine journée, avant de passer à l'équipe type, avec notamment un gros Monaco par PSG. Attention, Monaco, ça va être danger. Et derrière, des affiches un petit peu random, hein, on va pas se mentir. On a peut-être un Strasbourg-Brest qui peut être sympa le dimanche à 15h. Et on aura donc Lyon-Nantes, le match des 75 ans. Attention, Lyon qui affrontera encore une équipe en grande difficulté. Un dimanche, en prime time, ça nous a pas réussi contre Brest. Ce sera le match des 75 ans, ce sera la fête. On va espérer que la fête se conclue par une victoire parce que ça commence à manquer. On n'a qu'une seule victoire sur le mois d'octobre-novembre pour le moment. Bon, les pronos, oui, l'OM normalement, OM Toulouse, ça devrait être vite réglé. L'équipe type de ce week-end,
avec dans les cages Hervé Kofi en défense centrale. J'ai hésité. J'ai hésité à mettre Issa Mendy, j'ai mis Charlie Cresswell parce que j'aime vraiment beaucoup Charlie Cresswell et j'adore l'attitude de Charlie Cresswell. Évidemment, Aïd Boudlal, buteur avec Rennes, Mathieu Hudol, passeur décisif de la tête et encore excellent du côté de Lens. À droite, Timothy Weah, buteur. Au milieu de terrain, Madi Camara, c'était le choix évident au milieu de terrain. Derrière, il y avait match. J'ai vu du Camara dans l'équipe type de l'équipe. Moi, j'ai décidé de mettre Joao Neves. Je le trouve trop fort, tout simplement. En attaque, j'ai mis Aubameyang et Giroud, évidemment. Aubameyang, un but, deux passes D. Giroud, double buteur. Mason Greenwood, évidemment, obligé, parce qu'il était quand même monstrueux sur ce match-là. Et à gauche, il n'y avait pas grand monde, honnêtement, côté ailier gauche. J'ai hésité avec Sarawi. Et j'ai décidé de mettre Pathé Boup, parce que c'est quand même lui qui débloque le match avec Brest au bout de 2 minutes. Puis je l'ai trouvé intéressant dans le jeu de manière générale. Camara, il est rennais, pardon, je me suis trompé, effectivement. Je me suis complètement trompé, j'ai oublié. Pourtant, j'ai checké, hein, j'ai double-checké. Mais je sais pas, dans ma tête, il était encore brestois. Voilà. Historiquement, PSG a du mal à Monaco. Salut à France Rugby, on termine, hein, de toute façon. On te voit sur la Saint-Élion. Bah non. Tu as des amis brestois. Oui, j'ai des amis brestois. Plein de copains brestois. D'ailleurs, il y a pas mal de brestois dans ce chat et dans cette communauté. Pathé Boup, ouais, Pathé Boup. Quel nom quand même, Pathé Boup. Et voilà, c'est offensif comme équipe. Oui, bah écoutez, pas de milieu défensif parce qu'il n'y a aucun milieu défensif qui m'a impressionné ce week-end, tout simplement. J'ai hésité à mettre une formation en losange pour enlever Pathé Boup, qui est quand même celui qui mérite le moins, je pense, sur cette équipe type. Mais j'ai pas trouvé de milieu défensif qui méritait pleinement d'être mis dans cette équipe type. J'ai vraiment, même en réfléchissant, je vois pas là. Je vois pas qui on aurait pu mettre. Peut-être Sangaré, quoi, ou Vermeuren, à la limite. Mais j'avais déjà mis Weah, Aubameyang et Greenwood, ça faisait beaucoup. Mettre 4 Marseillais, ça me semblait un petit peu abusé. Et j'ai mis Habib Bey plutôt que De Zerbi, parce que j'ai trouvé la prestation collective des Rennais plus aboutie que celle des Marseillais. C'est pas en trompe-l'œil, ils ont largement mérité leur victoire, les Marseillais, hein. Mais je trouve que le 5-1 est cher payé pour Nice, alors que Rennes a bien roulé sur Monaco quand même, hein. Donc oui, voilà, j'ai mis Habib Bey. Je ferai pas encore mon mea culpa, je le ferai à la fin de la saison s'ils font top 6, parce que j'ai quand même bien été critique d'Habib Bey. Voilà, on a terminé ce débrief. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. On se retrouvera la semaine prochaine, ce sera lundi, comme d'habitude. Horaire habituel pour le débrief de la 14e journée. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Moi, je vais aller mettre tranquillement mon replay en ligne. Il sera disponible demain sur YouTube, demain matin sur YouTube, demain midi sur Spotify, comme d'habitude. On verra l'an prochain si on passe tout ça sur les autres plateformes de podcast. Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus. Voilà, je vous quitte ici sur Twitch aussi, parce que je suis fatigué, mais j'essaierai, comme d'habitude, de vous faire un live nocturne à un moment donné, mais probablement pas cette semaine, parce que je suis pas mal occupé cette semaine, malheureusement. Voilà, allez, bisous, à bientôt, ciao, prenez soin de vous, et quand même, allez l'OL, hein, on va espérer un jour que ça tourne bien. Ciao.